Je me suis jamais autant pas sentie chez moi que ce mois de novembre-décembre, là, de ma vie. Et pourtant, j'étais dans mon pays. J'ai pas pensé que j'aurais vraiment un choc de retour, que j'aurais un trouble d'adaptation. J'ai pas anticipé ça, mais en plus, j'ai pas pensé que j'aurais un deuil à faire. Je savais même pas c'était quoi un vrai deuil. Veux pas, quand t'es en moment de confusion, de transition, de choc de retour, ça t'affecte mentalement, puis tu te compares, puis tu vois plus clair. Tu sais, on appelle ça un trouble d'adaptation, tu sais, qui peut mener à un burn-out. Bienvenue à bord du podcast Les Backpackeuses. Installez-vous confortablement. Le départ de cet épisode est prévu dans quelques secondes. Bienvenue au podcast Les Backpackeuses. Le podcast qui t'inspire à voyager. Avec Charlie et Pascal. Oui. Aujourd'hui, dans cet épisode, comme dans tous nos épisodes, on va t'inspirer à voyager. Mais on va aussi dire la vérité. Parce qu'on trouve ça important de le faire. Puis il y a un sujet qui entoure le voyage dont on n'entend pas souvent parler parce que c'est pas aussi glorieux que le avant-voyage quand on est excité de partir, puis pendant quand on vit notre best life en voyage. Mais il y a aussi le retour de voyage qui peut être difficile. Puis je sais, on sait pas si t'as déjà vécu ça, là, mais des fois, tu pars même en vacances quelques semaines, tu reviens, puis t'as comme un choc du retour. Ça te prend, t'as comme une période d'adaptation où ben, t'as vécu quelque chose de fort, t'as vécu quelque chose de marquant, t'as intégré un autre environnement pendant un certain temps, puis après ça, tu reviens dans ta vie. Puis ça peut bouger un peu les choses dans ta tête, dans ton cœur. Fait qu'il peut avoir cette période d'adaptation qui peut être difficile à expérimenter. Et là, ben, on va parler des émotions que tu peux vivre quand tu reviens de voyage, surtout si tu as été à l'étranger pendant plusieurs années. Et ben, je suis très heureuse de recevoir pour parler de ce sujet-là nul autre que ma meilleure amie. Allô? C'est quoi le nom de ta meilleure amie? Catherine Bournival. On va t'appeler tout le long. Ma meilleure amie. Ouais, ma meilleure amie. Bienvenue, Comme ma la meilleure chanson amie. à l'époque. Ouais, Oui, c'est ça. Ma meilleure amie. Oui, parce que là, on peut quand même dire que vous êtes amis depuis genre 46 ans. 25 Ben là, ans. t'es fine. Non, mais là, vous avez ouais, sûrement une non, mais vingtaine d'années, là. depuis le secondaire, ouais. Depuis, ça fait-tu 20 ans à peu près? Ouais. À peu près une vingtaine d'années. Et j'en profite pour faire un shout-out à notre troisième meilleure amie, qui est Chouka. Chou, on l'appelle Chou, c'est son surnom. Chouka, c'est son vrai nom, parce qu'on se fait toujours poser la question. C'est un magnifique nom d'ailleurs. Et Chouka, c'est notre number one fan depuis le début du podcast. Elle écoute attentivement chaque épisode. Elle nous fait des commentaires, des suggestions, des critiques, parce que j'ai appris à être critique dans la vie. Elle n'était pas du tout avant qu'on soit amis. Elle fait un shout-out à sa chum, mais à Je sa... mettais un mais c'est shout-out ça. en même temps. Non, Les mais meilleurs tu sais, amis, on s'influence positivement. Oui, oui, c'est bon. non, mais Oui, c'est oui. ça. Puis maintenant, en tout cas, elle nous aide beaucoup, Chouka, puis elle nous écoute. Fait On que, l'a pas invitée. Ah, parce ben, qu'elle on va, travaille. ben, si elle veut éventuellement venir, c'est sûr, ça nous ferait vraiment plaisir. Mais Chouka devant un micro, je suis pas sûre que c'est. Non, mais j'étais comme en backstage. Mettons, vu que Kat est là, elle aurait pu être en backstage. Mais dans le fond, c'est C'est parce vrai. qu'on est la semaine, on est le jour, puis les gens normaux Ouais. ont un vrai travail. D'ailleurs, Exact. Kat rate son vrai travail pour être avec nous aujourd'hui. J'ai pris un temps off, exactement. Ouais. C'est correct. Puis c'est d'ailleurs grâce à Chou qu'on a eu Joe Roberge dans la saison 1. Oui, c'est vrai. À Chou et son chum. Fait que je voulais prendre un moment pour faire un shout-out. Wow, Jonathan Roberge. Ouais. Faut que j'écoute ça. Ben oui, hey, quand on l'a reçu, là, on se sentait big, là. On était pas mal fiers. C'est grâce à Chou puis son chum. Donc, mais aujourd'hui, c'est ça, on est vraiment contente que tu sois ici, Kat, parce que, ben, t'as passé une année difficile quand même, mais là, t'en es sortie de ton choc de retour, puis là, t'étais prête à venir nous partager au podcast ce que t'as vécu. Fait que merci d'être ici aujourd'hui pour parler du choc du retour, parce que c'est ça, c'est un sujet dont on entend peu parler, puis c'est quand même important d'en parler parce que ça arrive à plusieurs personnes. Puis si on est préparé mentalement à ce que ça se peut que ça nous arrive quand on revient à la maison, ben ça peut un petit peu adoucir l'expérience si on est préparé mentalement aussi. On sait que ça va peut-être nous arriver, tu sais. Juste de le vivre aussi, de savoir, ben oui, que ça existe, comme tu dis, dans la préparation avant, mais juste là, de savoir que t'es pas tout seul. Parce que j'imagine Ouais, que quand tu vis exact. un gros choc de retour,
puis que tu te tiens peut-être pas avec d'autres voyageurs ou quoi que ce soit, ben là, tu fais, qu'est-ce que je suis en train de vivre? Je suis en train de faire un gros burn-out, une dépression, puis tu peux peut-être Ça peut être très isolant. Ouais. C'est ça. Fait que si tu... Exactement comme tu dis, tu sais, le fait de savoir que t'es pas toute seule à vivre ce que tu vis, ça peut vraiment t'aider puis adoucir ton expérience. Fait que si jamais t'as déjà vécu ça ou t'es là-dedans en ce moment, ben c'est normal, puis c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Avant ça, est-ce que tu veux nous faire un peu un wrap-up de... Justement, pourquoi tu as vécu... Si tu as vécu un choc de retour, ça veut dire que tu as été à l'étranger pendant longtemps, donc tu as voyagé beaucoup. Tu es une des personnes que je connais qui a le plus voyagé, qui a le plus accumulé d'expériences vraiment, vraiment marquantes, authentiques et profondes à l'étranger. Fait que veux-tu déjà nous dire, ça a été quoi comme tes premiers voyages qui t'ont donné envie de t'expatrier pendant plusieurs années? Veux-tu un peu nous partager ton parcours? Oui, avec grand plaisir. Bien, merci de me recevoir aujourd'hui. C'est le fun d'être ici. Puis évidemment, le voyage, tout comme ma meilleure amie, c'est une de mes grandes passions. On a fait des voyages ensemble plusieurs fois, évidemment. Puis ouais, ben c'est vrai que le choc du retour, c'est quelque chose à quoi on pense pas nécessairement. Ça peut nous affecter plusieurs personnes pour plusieurs raisons différentes. Tu sais, ça change d'une personne à l'autre, ça change de ce qu'on a fait. Fait que je peux vous parler un peu de mon parcours. Moi, j'ai toujours aimé partir quand même assez longtemps quand je partais. Tu sais. J'ai jamais été quelqu'un qui aimait ça partir juste une semaine. Mais bon, là, maintenant, je peux faire ça, un voyage, des vacances, avec grand plaisir, c'est le fun. Mais j'ai commencé, disons, avec mon premier long voyage, c'était quand j'avais 18 ans dans l'Ouest canadien. Donc, tu sais, c'était jeune pour partir pendant 4 mois. Je suis partie dans l'Ouest canadien. Je voulais découvrir, en fait, mon pays. Je voulais découvrir le Canada avant de découvrir le reste du monde parce que je savais déjà que j'avais l'intention de m'expatrier dans un autre pays éventuellement. Fait que je me suis dit, je vais commencer par le Canada anglais, par l'Ouest. C'est quand même loin, tu sais, du Québec quand on y pense. C'est 5 heures de vol, tout ça. Donc... Et à cet âge-là, tu sais, j'étais quand même très fringante et en effervescence. J'allais rentrer à l'université après, donc j'allais déménager à Montréal. J'étais en banlieue. Tu sais, j'avais beaucoup de choses qui s'en venaient après, disons, mes 4 mois dans l'Ouest. J'ai eu un choc de retour quand je suis revenue à ce moment-là, mais ça a duré peut-être 3 semaines. Puis, tu sais, j'étais encore jeune. Là, j'avais eu 19 ans. Je rentrais à l'UQAM, puis j'étais toute excitée. Fait que, tu sais, ça avait quand même bien été. Après ça, Pascal et moi, on est partis ensemble en Espagne pendant comme... En vadrouille. Ouais, on est partis. On a fait un tour de l'Europe. On a fait comme notre premier Eurotrip à 22 ans. Et on est déménagé à Barcelone pour faire un certificat en espagnol, apprendre l'espagnol. On a vécu à Barcelone. On a voyagé overall après ça, un peu partout en Espagne. On est partis comme pendant 1 année. On est allé au Maroc. On a fait vraiment des choses, dormir dans le désert. On a fait des choses vraiment tripantes. On a visité énormément de pays en Europe. Ouais. On a fait vraiment un typique Eurotrip en train. Là. Ça, c'était vraiment trippant. Comme dans les films qu'il y avait à l'époque. Vraiment comme... Maintenant, en 2010. J'y repense comme... On dirait que je le revis dans ma tête comme si c'était un film. Parce que c'était vraiment comme on voit dans les films, là, où c'est une gang d'amis qui font un Eurotrip puis se promènent de pays en train. C'est vraiment ça qu'on a vécu. C'était vraiment exactement un film, je pense. Puis j'avais vu à l'époque le film L'Auberge espagnole. Ça se passait à Barcelone. Puis j'avais eu vraiment envie d'aller vivre à Barcelone. Tu sais, fait qu'on s'était fait un plan de match pour faire 1 année là-bas. Et à ce moment-là, je dirais que... Tu sais, c'était aussi comme une première expérience vraiment d'apprendre une nouvelle langue, de t'immerser dans la culture. Fait que quand on est revenu, j'ai eu un choc de retour à ce moment-là parce qu'on s'était habitué à vivre aussi en espagnol, à avoir vraiment toute cette culture-là, le soleil, la bouffe. Tu sais, c'est très différent, disons, que l'hiver à Montréal. Donc, et puis, j'ai fait ça, en fait, ce certificat en espagnol comme juste après mon université. Fait que ça, c'était en 2010-2011. Puis à ce moment-là, quand je suis revenue au Québec, ça a été difficile si on veut, à se réadapter après avoir vécu en Espagne, mais aussi parce que là, j'avais plus l'université comme pour être en effervescence, tu sais, comme quand j'étais revenue de l'Ouest canadien 3 ans plus tôt.
Là, j'avais plus rien devant moi, tu sais, vraiment. Tu sais, je devais commencer, en fait, sur le marché du travail, à me trouver un premier vrai emploi, tu sais, à 23 ans, puis à commencer ma vie d'adulte, tu sais, à ce moment-là. Fait que je pense que j'ai eu quand même, à ce moment-là, un bon choc de retour, un genre de trouble d'adaptation. J'avais vu une thérapeute à ce moment-là pour comprendre un peu qu'est-ce que je vivais, parce que aussi, j'avais perdu ma bulle universitaire, j'avais perdu ma communauté. Puis à ce moment-là, j'avais pas réalisé en fait l'importance du sentiment d'appartenance, ce que ça peut créer chez l'humain. Maintenant, on le sait en vieillissant, tu sais, d'avoir un sentiment d'appartenance, mais surtout la communauté. Tu sais, maintenant, je sais que la communauté, c'est ça qui nous sauve dans la vie, si on veut. Tu as accès à ça quand tu es à l'université, et au secondaire, et au cégep. Fait que toutes les années où tu étudies, tu fais partie d'une communauté où tu vois les mêmes gens à chaque jour. Il y a beaucoup vraiment de monde, le sentiment d'appartenance. Une espèce de réseau. Puis après ça, quand tu es comme lâché lousse dans la vie d'adulte, ben là, après ça, tout le monde s'éparpille. Tu sais. Fait que là, c'est ça qui nous manque un peu. Puis après ça, on passe, je trouve, notre vie adulte à essayer comme de retrouver une communauté, tu sais. Mais parce que si t'es chanceux, tu t'es fait des amis assez forts au secondaire puis à l'université que tu vas garder pour le reste de ta vie. Fait que ça va rester un peu ta communauté. Certains ont un plus grand cercle d'amis que d'autres. C'est sûr que tu t'en fais plusieurs, mais c'est dur d'être adulte. C'est dur quand on est adulte de se faire des amis. Puis une communauté aussi forte parce que ça sera jamais des gens que tu vas voir aussi... tous les jours comme qu'on faisait à l'école. Exact. Puis oui, au travail, ça peut être des collègues ou bien des amis des amis. Tu sais, oui, on peut bouncer puis se faire des nouveaux amis, mais c'est quand même plus difficile aussi. Fait que la communauté que tu te fais quand t'es jeune, c'est elle qui va te soutenir dans ta mi-vingtaine puis dans ton passage à l'âge adulte. Ou bien tu t'en crées une nouvelle. Tu sais. Oui. Puis il y en a aussi celle en voyage. J'imagine, tu sais, quand t'es en Espagne, vous étiez en Espagne, vous avez aussi des amis. Oui. Tu fais des nouveaux amis, puis là, après ça, tu reviens, genre. Mais tu sais, comme à Barcelone, vu que, justement, on étudiait l'espagnol à chaque jour, à chaque matin, ben tu sais, c'est devenu notre gang d'amis, les gens avec qui... On avait vraiment une belle communauté d'étudiants dans toute la communauté à Barcelone, de gens qui venaient de toutes sortes de pays. C'était international. C'était très nourrissant, tu sais. Mm-hmm. Mais c'est ça, on s'est fait beaucoup d'amis. On avait aussi, tu sais, des voisins. On avait toutes sortes de communautés brésiliennes aussi, des gens qui venaient de partout dans le monde, des gens qui viennent d'Italie. Tu sais, c'était très soutenu. Tu sais, il y avait beaucoup de gens autour de nous, tu sais. Mm-hmm. On était tous là pour la même raison, tu sais, pour apprendre l'espagnol. Tu sais, fait que c'était vraiment... ça nous liait, tu sais. On était là pour comme découvrir Barcelone, puis découvrir la culture, puis apprendre l'espagnol. Fait que, tu sais, c'est... En tout cas... Ouais. C'était puissant, puis c'est sûr qu'au retour, tu sais, tu reviens, 23 ans, là, il faut que tu trouves un vrai travail, entre guillemets, tu sais, puis t'as plus autant la communauté que t'avais. Les gens à Montréal s'éparpillent, il y a des gens qui retournent en région, il y a des gens qui décident de faire autre chose, il y a des gens qui, tu sais, prennent un chemin un peu plus tracé, tu sais. Donc, on essaie, moi et Pascal, de trouver aussi notre place, tu sais, de comprendre qu'est-ce qu'on voulait faire pour notre avenir. Fait que, tu sais, ça m'avait marqué, tu sais, la transition. En fait, c'est qu'à cet âge-là, j'avais pas encore d'expérience de vie. Je savais pas que j'étais en train de vivre une transition, tu sais. Fait que quand on vit un choc de retour, faut l'anticiper. Tu sais, il va y avoir une transition. Puis moi, à ce moment-là, mais on y pense pas toujours non plus, tu sais, à ça. J'ai remarqué que j'avais pas du tout anticipé. Puis aussi, en Espagne, à la fin, on était vraiment en mode voyage. On avait fini notre certificat, on avait fini d'étudier. Fait qu'on était très en mode backpack. On faisait le tour de l'Espagne. C'est là qu'on était parti comme 3 semaines au Maroc. Tu sais, fait qu'il y avait aussi ce retour-là de non seulement une année de vie à Barcelone, tout ça, mais en plus, dans cette année-là, d'avoir terminé. On avait commencé avec un Eurotrip, puis on avait fini aussi un peu en mode vraiment vadrouille, tu sais, comme on dit, backpack. Fait que, tu sais, on avait aussi une espèce de... si on veut, flexibilité de temps, tu sais, on était libre de faire qu'est-ce qu'on voulait, quand on voulait, on n'avait pas encore recommencé à travailler, tu sais, fait que c'était aussi ça, la transition, tu sais, c'est une transition de changement de communauté, changement de climat, changement de pays, changement de langue, tu sais, t'es habitué de parler en espagnol tout le temps, là, d'un coup, c'est plus dans ton quotidien, tu sais, tu t'attaches à ça aussi, ça fait partie de toi maintenant, tu sais, fait que tu perds une partie d'une
couche de personnalité que tu as gagnée. Tu deviens qui ils sont. Puis après ça, ben tu le perds. Surtout toi, parce que tu t'adaptes énormément. Oui, je m'imprègne, je suis vraiment en immersion. C'est ce que j'aime, de me mettre en immersion, tu sais. Tu te crées une nouvelle vie complètement. C'est enivrant, tu sais. C'est un peu un high aussi, fait qu'il faut faire attention, tu sais. Tu pourrais quasiment changer de nom, tu sais, à chaque vie. À chaque vie, tu aurais comme eu une double vie. Ouais, une personnalité connexe. Tu incarnes un personnage, tu sais. T'étais Catalina à cette époque. Exactement, l'espagnol. Fait que tu dis que tu as vu une thérapeute, c'était une psychologue à ce moment-là? Ben, à ce moment-là, c'était comme une travailleuse sociale qui accompagnait les gens en changement. Fait que c'était pas officiellement une psychologue, c'était une femme qui était genre maîtrise travailleuse sociale qui faisait de l'accompagnement en changement, de l'accompagnement en transition pour les jeunes. Au public? Oui. OK. Puis est-ce que tu te rappelles le nom de l'organisme, si les gens sont intéressés pour ça? Je me rappelle plus, là, tu sais, ça remonte, c'était en 2012. Je me rappelle plus c'était quoi le nom de l'organisme. OK. Mais je me rappelle du type de suivi que j'avais fait pour comprendre, en fait, la gestion du changement, puis de comprendre, pour la première fois de ma vie, je vivais vraiment une transition parce qu'en plus, j'avais comme un deuil de mes 5 ans d'études supérieures à faire, tu sais, à l'université avec... tu sais, il y avait eu le cégep, il y avait eu l'université, après ça, les études à Barcelone. Tu sais, fait que c'était comme un deuil aussi, pas juste d'avoir vécu, tu sais, cette année-là à l'étranger, mais de toutes mes années d'université que j'avais une partie de moi, en fait, le passage à la femme adulte à 23 ans, tu sais, fait que c'était comme plusieurs deuils puis transitions que j'avais jamais fait encore, tu sais. Souvent, on la qualifie aussi de crise de la vingtaine, là. Oui, quand on est justement, on approche la mi-vingtaine, là, on dit, là, on est en crise de la vingtaine, tu sais, c'est ça. Oui. Comme tu dis, le passage à l'âge adulte, on devient une femme, les responsabilités changent, nos cercles d'amis changent. Là, des Exactement. Fois, tu refais des nouvelles rencontres, tu fais des deuils, puis là, tu sais plus t'es qui. T'es comme, je suis en train de devenir je suis qui, mais là, le passage, t'es comme, je sais plus. T'es en changement. C'est un gros changement, une perte d'identité de ta vie un peu de jeune adulte, insouciant, tu sais, que tu peux... Tu peux faire un million d'erreurs, puis c'est pas très grave, tu sais. T'as beaucoup de temps devant toi, tu sais. Fait que... je me rappelle de cette période-là là, où t'as vécu, c'est ça, une période qui était quand même assez difficile. T'en es éventuellement comme... T'es passé à travers. Mais fait que ça me fait faire le pont avec la dernière année que t'as vécu un choc du retour, mais... Puis tu vas pouvoir nous en parler, mais je pense encore plus grand, encore plus intense, encore plus difficile que le choc dont tu parles quand tu étais revenu de l'Europe, parce que cette fois-ci, tu revenais de l'Asie. Tu revenais de la Thaïlande où tu as habité pendant plusieurs années, incluant la pandémie, quand le pays était fermé. Fait que tu n'as pas vu ni ta famille ni tes amis pendant une longue période de temps durant la pandémie. Puis... Je pense que tu me diras si c'est vrai, là. Je pense que un peu la différence entre les deux chocs de retour que tu as vécu, c'est que le dernier, c'est qu'il y avait aussi une différence au niveau des valeurs. Parce que la première fois, quand tu revenais de l'Europe, c'est quand même des pays occidentaux. On était encore dans la société occidentale quand on faisait notre Eurotrip. Fait que tu es revenu au Québec, c'était encore la société occidentale. Tandis que là, de la Thaïlande au Québec... T'avais vécu dans une société qui n'est pas occidentale pendant comme 2-3 ans. Donc là, c'est au niveau de la mentalité et des valeurs. Fait que là, le choc est encore plus grand parce que là, c'est encore plus profond, la différence que tu vis d'un environnement à un autre. Est-ce que c'est un peu... c'est un peu vrai? Ça, puis le temps, clairement, aussi. Tu étais partie 1 an en Espagne versus, là, tu dis 3 ans et demi? Non, mais en fait, c'est ça. Je peux faire un wrap-up un petit peu de mes dernières années d'expatriation. Il y a eu, ce retour-là de Barcelone. Tout ça, après ça, j'ai comme repris une vie à Montréal, tu sais, trouver un travail professionnel, évoluer, avoir un conjoint, habiter avec mon conjoint. Tu sais, j'avais pris un peu un chemin tracé, tu sais, puis j'ai refait des voyages entre-temps. Tu sais, j'étais partie comme 3 mois, 4 mois en Amérique du Sud. J'ai été au Brésil pendant une bonne période aussi, apprendre le portugais. Tu sais, j'avais refait un peu l'exercice, mais c'était quoi, 5 mois
mois au Brésil. Tu sais, c'était pas non plus aussi intense que mon retour de l'université, là, si on veut, à ce moment-là. Tu sais. Fait que j'ai eu comme des passages dans ma vingtaine avec ça. Après, tu sais, je suis partie à Amsterdam, c'est ça. Je me suis expatriée à Amsterdam. Parce que c'était ton Donc, rêve. c'était un rêve que j'avais. J'avais beaucoup aimé Amsterdam. À l'époque, justement, on avait fait notre Eurotrip. Quand on avait habité à Barcelone, j'avais été à Amsterdam, on était ensemble avec Pascal. Ce qui est cool, parce que c'est ça, Kat est tombée en amour avec Amsterdam dans notre Eurotrip, puis moi, j'étais tombée en amour avec Paris. Ben, entre autres, là, je veux dire, on est tombé en amour avec tous les endroits qu'on a visités. Tout était incroyable. Tout était incroyable. Mais j'avais vraiment une vision, parce qu'on avait pris l'avion pour revenir à la fin de notre trip. On avait pris l'avion de Paris. On revenait de Paris. Fait que c'était comme le dernier endroit qu'on a visité avant de revenir, c'était Paris. Puis j'avais eu une vision. Je suis comme, il faut que je vive ici. C'est trop incroyable, cette ville. Il faut absolument que je revienne. Puis Kat, elle s'était dit ça, mais avec Amsterdam. Et les deux, on l'a fait. Chacune Moi, je suis repartie vivre de mon côté à Paris. Puis Kat, elle a fait les démarches pour s'expatrier à Amsterdam. Fait que c'est cool. Quand on y pense, les deux, on l'a fait. Ouais. So, c'était juste une parenthèse. Mais non, c'est ça. C'est comme... Combien de temps à Amsterdam? Fait qu'en fait, c'est ça. Moi, je suis partie à la base. À ce moment-là, j'avais 28 ans. Puis, je me suis dit, je vais partir 1 an à Amsterdam, voir ce que ça peut donner. T'étais célibataire? Oui, c'est ça. J'avais... ça s'était terminé avec la relation que j'avais. Puis, tu sais, j'avais un très bon travail à Montréal. Tu sais, j'étais quand même bien alignée. Mais je me suis dit, j'aimerais... Là, j'étais rendue à une autre étape dans ma vie. Je voulais aller travailler professionnellement à l'étranger. Et donc, Amsterdam, pour moi, est une ville en effervescence. C'est une ville en Europe où est-ce que tu as tous les sièges sociaux des grandes entreprises. Parce qu'aux Pays-Bas, il faut savoir que les compagnies ne paient pas de taxes, vraiment. Il y a beaucoup d'avantages pour les entreprises à aller s'installer aux Pays-Bas, d'avoir leurs sièges sociaux là-bas. Même que maintenant, IKEA, la grande entreprise suédoise internationale, a maintenant son siège social aux Pays-Bas, tu sais. T'as ça un peu en Suisse et en Belgique. Donc, moi, ça m'attirait énormément comme ville, Amsterdam, pour plusieurs raisons. Tu sais, les vélos, les bateaux, les canaux, le style de vie, c'est complètement différent de ce qu'on vit ici. C'est unique. C'est unique. Il n'y a rien. Le peuple hollandais est unique, leur façon d'être, leur économie, leur innovation. C'est très dynamique, très intéressant. Leur société aussi est très, très avancée, un peu comme au Danemark. Tu sais, donc... Ben, j'avais un rêve, donc je suis partie, je voulais me trouver un travail. J'ai trouvé un travail chez Booking.com parce que le siège social de Booking.com est à Amsterdam. Malade. Et puis, j'ai travaillé là-bas. J'ai fait 1 année à Amsterdam. Après ça, j'ai eu un contrat de travail dans le même secteur. Donc, dans le secteur des voyages corporatifs, à ce moment-là, j'ai eu un travail en France. Donc, je suis partie en formation à Paris pendant 1 mois. Puis, j'ai déménagé à Lyon, la 2e plus grande ville de France, donc pendant 6 mois. Et puis... Je suis allée voir Kat à Lyon, juste avant de partir pour mon tour du monde. Ouais. C'est cool parce que, je suis allée te voir à Amsterdam aussi. Ouais. T'sais. T'es venue à Lyon quand j'étais à Lyon, donc ça, c'était vraiment chouette. Puis après mes 6 mois à Lyon, j'ai été approchée sur LinkedIn pour un emploi à Amsterdam, donc pour retourner à Amsterdam. Puis ça a été comme un peu un miracle parce que pendant mon temps en France, j'avais l'intention, je me suis dit, je vais faire un autre 6 mois puis je vais rentrer à Montréal après. Tu sais, je pense que c'est correct, c'est intéressant d'être en France, mais je sentais que j'avançais pas plus qu'il faut. Puis je me suis dit, ben, tu sais, peut-être que là, rendu à 30 ans, je vais vouloir m'installer, fonder une famille, me stabiliser un peu. Mais des fois, la vie nous offre des opportunités, puis il faut les saisir. On y va avec le flow. Fait que j'ai eu une opportunité de retourner à Amsterdam. J'avais déjà fait 1 année là-bas. Fait que, tu sais, je suis retournée à Amsterdam pour un autre, finalement, 3 ans parce que j'ai eu une super opportunité d'emploi. Puis il me donnait, tu sais, un relocation package. Il me trouvait un appartement. J'avais des bonnes conditions de travail. Vraiment un bel emploi puis une opportunité à ne pas, tu sais, je devais y aller, puis j'étais déjà encore en Europe. Tu sais, j'avais pas non plus de plan pour un retour à Montréal. Tu sais, j'allais faire un autre 6 mois en France. Ça, c'est comme, ça t'est
Ça t'a été offert sur un plateau Ouais, d'argent. c'est un miracle qui m'a Puis été en offert. plus, Ouais. ben, t'allais retrouver tes amis. Ouais, c'est T'avais ça. eu Je venais de faire là. un an là, puis ça a été très difficile de partir de Amsterdam pour aller en France. Mais je m'étais dit, OK, je vais aller en France parce que j'ai eu une opportunité, puis après, je vais rentrer à Montréal. De toute façon, ça va être terminé, tu sais. Donc, à chaque fois, je me disais, je vais rentrer à Montréal parce que ça va être terminé, tu sais, partir 1 an ou 2, tu sais, max. Tu sais, c'était vraiment ça le plan. Puis en fait, ben justement, cette opportunité de retourner à Amsterdam sur un plateau d'argent, de retrouver mes amis là-bas, ma communauté, encore une fois. Tu sais, j'avais pas non plus tant que ça de communauté en France. J'avais ma communauté dans le travail, avec le bureau, les amis, mais j'étais pas attachée. Fait que moi, partir de la France, ça n'a pas été très compliqué. De toute façon, je savais que j'allais pouvoir y retourner, faire un week-end, voir les amis que je m'étais fait à Lyon, mes amis à Paris, tu sais. Donc, à ce moment-là, je suis retournée à Amsterdam. Ça a été vraiment facile. Ça s'est bien fait. Fait que je suis restée tout ce temps-là à Amsterdam. Puis à ce moment-là, je savais que j'allais avoir une opportunité pour partir avec ce travail-là à Bangkok. Donc, au bout de comme quasiment 3 ans de plus à Amsterdam. Fait que 5 ans au total. 4 ans à Amsterdam, puis comme 6 mois à Lyon. OK. Tu sais. Fait que ça faisait, mettons, 4 ans. 4 ans, un peu plus que j'étais t'étais partie du Québec. Mais là, l'affaire, c'est que j'avais cette opportunité-là avec le travail de partir à Bangkok. Puis je me suis dit, OK, je vais faire comme 1 an à Bangkok, puis en étant à Bangkok, je vais pouvoir voyager en Asie, tu sais. Ouais. Je peux aller faire une semaine en Malaisie, aller aux Philippines. Ouais, en plus, Bangkok, c'est un hub au c'est niveau un hub. des compagnies aériennes. Là. Ouais, vraiment. Tu peux aller partout avec des compagnies low cost. Tu sais, c'est vraiment... puis cette ville est incroyable. Là. Aussi, là, je veux dire, c'est vraiment un hub en Asie. Là. Puis là, c'était-tu le genre Vraiment. de même package, genre appartement payé puis tout le kit, là? Ben, non, tu sais, OK. tu payes ton appartement, mais ils te trouvent un appartement, ils t'aident OK. pour ton premier mois, ils te payent un premier mois, tu sais, ils te payent ton billet d'avion, ils t'aident à t'organiser, tu sais, tu y vas avec l'entreprise, donc tu as quand même un certain relocation package, puis les gens, ils t'aident pour ton arrivée, tu sais. Fait que c'était une opportunité que je me suis dit, OK, je vais pas faire ma vie à Amsterdam, il va falloir que je parte éventuellement. Fait que ça a été difficile aussi, une autre transition, mais t'arrives à Bangkok, t'as pas vraiment le temps de t'ennuyer. réfléchir, ni de t'ennuyer. C'est incroyable C'est comme ville, incroyable, tu sais. cette ville. T'es-tu Puis- déjà allée? Non. Ah, c'est vrai, t'es pas encore allée Non. en Asie, hein? Mais Non. tu y vas Mais là, là. justement, puis oui, j'y vais là. Ben, pas à Bangkok, là. Non, mais mais en en Asie, tu y Asie. vas comme quoi, dans une Demain. semaine, 2 semaines? t'es Demain. rendu là? Je pars demain Oui, soir. oui, mais c'est quoi ton... C'est à Dubaï? Ah ouais, c'est vrai, OK. Tu vas à Oui, je vais à Dubaï Dubaï en en premier, oui, puis t'as après, raison. on Dans Demain, une déjà en semaine. Asie, j'adore. On est dans un Demain, podcast ouais, de voyage. Comme, tu sais. ben, je vais demain. Fait que- Demain. Non, mais c'est mais- vrai que Charlie, elle prend l'avion demain, elle s'en va demain. Mais à Dubaï, en Cool, plus. ouais, en premier. Mais toi aussi, à l'époque, ça, c'était aussi ta première fois en Asie. Oui, Que t'allais être en mode un peu là, bon, j'étais j'ai fait jamais l'Europe. allée en Asie. J'ai jamais été à Bangkok, évidemment. J'adore. J'avais jamais Première fois en vécu Asie, t'arrives, t'as un là-bas. appart, tu vis là, t'as Oui! un job. Moi, j'aurais pas ça. T'as fait... ouais, c'est ça. Hey, c'est quelque chose quand même. C'est Ouais. cool. Je suis partie là-bas, j'avais jamais été là-bas, puis je suis partie toute seule, je connaissais personne. Je connaissais vraiment personne, Ouais, sauf oui. les collègues que j'allais avoir au travail à ce moment-là, tu sais. Fait que ça a été une opportunité pour moi. Je me suis dit, bon, après 1 an à Bangkok, puis à faire des voyages pendant mes week-ends, d'aller à Hong Kong, d'aller au Vietnam 3-4 jours, tu sais, je me suis dit, je vais faire cette expérience-là, puis après, je pense que ça va être bon. Je pense que je peux rentrer à Montréal, m'installer, peut-être avoir une famille. On verra comment les choses vont évoluer. Tu sais, je me faisais pas trop d'attentes non plus. Là, j'étais rendue à 31 ans. Et donc, j'arrive en Thaïlande, puis au bout de comme 4 mois, la pandémie commence. Ta-na-na-na. Puis là, ça faisait comme 4 mois que j'étais à Bangkok, que je faisais ma vie, que j'allais au bureau. J'avais déjà été faire un super beau voyage à Koh Phi Phi, dans les îles paradisiaques complètement hallucinantes dans le sud de la Thaïlande. Ça me fait tu sais. penser parce que l'autre fois, on a mentionné parlait de Koh ça. Phi Phi. Fait que là, moi, j'ai dit, c'est comme le. Je sais pas, on riait, là. Puis j'ai dit, c'est comme le lac Titicaca. Puis là, Charlie était comme, ben voyons donc, ça existe pas pour vrai. J'ai dit, oui, ça existe, le lac Titicaca. Ouais, Tu confirmes, ça existe à 100% en Amérique du ça. Et en Sud. tout cas, on trouve ça bien On drôle, vous là. invite à écouter l'épisode spécial Saint-Valentin pour avoir la référence. Ouais, c'est comme... J'offre de t'accompagner dans ton projet de voyage, que ce soit du télétravail à l'étranger, que ce soit un tour du monde, du volontariat, partir en backpack solo pour la première fois, t'expatrier dans un autre pays, peu importe c'est quoi, s'il y a un voyage qui existe dans ton cœur, c'est parce que tu dois le faire. Il est fait pour toi, ce voyage-là.
il faut que tu le fasses. Puis ma mission, c'est que tu n'aies pas de regrets. Je veux t'inviter à me rejoindre sur mon compte Instagram, la.ruas, R-U-A-S. Tu vas trouver du contenu sur le voyage, mais aussi l'adresse de mon site web. Je suis là pour t'aider, fait que viens me rejoindre. OK, fait que là, t'avais voyagé. Ben, c'est là que t'as la plage, tu sais, dans le film avec Leonardo DiCaprio, Maya Bay, c'est la plage de beach, là, tu sais. OK, oui, de beach, comme, mais c'est la plage s'appelle Maya Bay, c'est à Koh Phi Phi. C'est une belle place pour faire de la plongée. Puis, tu sais, c'est ça, j'avais déjà commencé à faire un peu des voyages. Puis là, la pandémie a commencé. Fait que moi, j'étais déjà en Thaïlande, j'étais déjà à Bangkok. Puis je me suis dit, ben OK, on va voir comment ça va se passer. Tu sais, premier lockdown à Bangkok, comme tout le monde. Mais Bangkok a eu un lockdown un peu plus décalé, fait que c'est comme en avril. Ils ont complètement fermé les frontières de la Thaïlande, puis tu ne fais plus voyager, sortir, mais ils ont neutralisé la première vague de COVID en Thaïlande. Fait que la Thaïlande a été, pendant la première année de la pandémie, un des 5 pays, dans le fond, dans le monde à être plus ou moins COVID-free. Fait qu'ils ont, si on veut, relâcher les mesures, puis les lockdowns, puis toutes les restrictions. Fait que ça a été quand même assez soft à partir du mois de juin 2020 en Thaïlande pour une autre année, tu sais. Fait que j'ai été chanceuse parce qu'on a vécu plus ou moins, tu sais, il y avait encore un peu des mesures, mais on a vécu plus ou moins une vie normale à l'intérieur de notre bulle en Thaïlande pendant qu'il y a eu la pandémie. Mais personne pouvait rentrer. Moi, à moins que tu avais vraiment un passeport Thaï, puis là, il fallait que tu fasses une quarantaine de 14 jours dans un hôtel, même chose un peu qu'il y avait au Canada. Que tu devais payer, qui était... qui coûtait comme 2000 $, là, un truc comme à Montréal. Fait que moi, à ce moment-là, si je voulais rentrer au Canada pour voir ma famille après comme 1 an et demi, puis retourner en Thaïlande parce que je travaillais là, ben il fallait à ce moment-là que, en fait, je fasse une quarantaine de 2 semaines dans un hôtel au Canada puis que je refasse une quarantaine de 14 jours en revenant à Bangkok. Ça t'intéressait pas. Tu sais, comme passer 1 mois en totalité en quarantaine juste pour comme aller me mettre en lockdown chez mes parents, refaire, tu sais, comme non. Fait que j'ai attendu, tu sais, j'ai quasiment pas vu ma famille pendant 3 ans parce que je suis restée en Thaïlande pendant toute la pandémie. Il y aura eu après une vague de Delta, un peu, tu sais, il y a eu un peu d'autres vagues de COVID qui sont rentrées parce que tu avais beaucoup d'immigrants illégaux du Myanmar, l'ancienne Birmanie. Fait que tu as eu beaucoup de gens du Myanmar qui sont rentrés illégalement en Thaïlande pendant la pandémie. Fait que ça leur a créé un peu des vagues Pourquoi? Parce que ça se passait mal au Myanmar? Il y a eu le coup d'État au Myanmar. En fait, il y a eu une guerre civile en plus qu'il y avait une pandémie, tu sais. Fait qu'au Myanmar, ça a beaucoup brassé. Fait qu'eux, ils ont traversé les frontières. Puis à ce moment-là, comme il y a eu une vague de COVID de Delta, puis après ça, il y a eu comme Omicron, tu sais, il y a eu comme d'autres petites vagues, mais la Thaïlande n'a jamais eu non plus tant que ça des mesures si strictes, tu sais, comparées aux Philippines. Fait que long story short... Tu vivais ta best life. J'ai vécu ma best life, mais il y a eu quand même des premiers lockdowns, puis à ce moment-là, quand ça fait juste 4 mois que tu arrives en Thaïlande, puis que tu as un lockdown de 2 mois, tu sais, t'es un peu en suspens, là. T'es à Bangkok, il y a une pandémie, tout d'un coup, t'es en lockdown dans ton condo, puis tu sais pas ce qui va se passer, tu sais. Fait que t'as été 3 ans en tout en Thaïlande? Ouais, 3 ans et demi. 3 ans et demi. Puis en fait, je suis tombée en télétravail, fait que après 1 an et demi à Bangkok, j'ai déménagé dans les îles, sur une île qui s'appelle Koh Phangan, un peu style Bali, avec beaucoup de yoga, beaucoup d'expériences, si on veut, néo-spirituelles, beaucoup de bien-être. C'est un monde à part. C'est un monde à part, Koh Phangan. C'est vraiment c'est une île qui a son propre univers. On en parle souvent dans le podcast, on en a parlé avec beaucoup de monde. C'est très populaire. C'est là d'ailleurs que le populaire Full Moon Party, à chaque mois, il y a un énorme Full Moon Party. Là. C'est on connu en a pour parlé ça. aussi avec Marie-Ève Lemay, parce que Marie-Ève Lemay, on l'a reçue. Ah oui, ben oui, au podcast. Puis son accident, quand s'est fait frapper par un camion, c'est un épisode dans la saison 1, c'était en revenant du Full Moon Party. Fait que souvent, quand on dit Koh Phangan, les gens vont savoir de quoi on parle quand on mentionne que c'est là qu'il y a le fameux Full Moon Party. Puis là, vu que tu étais en télétravail, tu n'avais plus besoin d'être à Bangkok. Fait que tu as décidé c'est toi qui as dit, je vais déménager là, puis je vais faire
OK, parfait. Oui, en fait, c'est que j'avais la liberté d'être où je voulais en Thaïlande. Ouais. Fait qu'après 1 an et demi à Bangkok, j'ai lâché l'appartement que j'avais puis je suis partie à Koh Phangan. Mais c'était stressant quand même parce que, tu sais, il y avait une insécurité de on ne sait pas quand on peut rentrer dans notre pays. Le Canada est complètement dans des mesures extrêmes de lockdown. Le COVID est... Mais tu avais Tu sais, quand même toujours la possibilité, étant canadienne, que tu savais que tu avais... Mettons que tu étais bien dans la merde où tu aurais vraiment voulu... Tu sais que tu avais un free pass pour revenir n'importe quand. Oui, c'est ça, mais j'avais pas nécessairement envie de revenir. Non, c'est sûr. L'envie n'était pas là, mais ça apporte les restrictions qu'il y avait ici, tu sais, passe sanitaire, tout ça, tu sais. Exact. Tu sais, comme t'étais en train quand même de vivre une expérience vraiment marquante, puis très significative, là, où t'étais. Fait que t'avais pas vraiment de bonne raison de revenir. Non, c'est ça. J'avais jamais été digital nomade, puis j'avais jamais vécu sur une des plus belles îles du monde. T'habites au bord de la mer, tu fais des hikes le week-end, tu vas en plongée les fins de semaine. Ben, tu dis, viens en lockdown au Canada. Je vais pas m'en venir en hiver comme tu te en promènes lockdown à Montréal. tu te promènes partout en scooter, la bouffe est bonne, ça te coûte pas grand-chose. T'as accès à des super belles expériences pour pas très cher. Non, il n'y a pas d'autres raisons qui peuvent te faire, je veux dire, n'importe qui. C'est une île paradisiaque, là. Tu serais resté là. Tu sais, t'as une occasion. Ben oui. Rien n'arrive pour rien. Tu étais là à ce moment-là, puis c'était ça. Ouais. T'en as profité au maximum. Ouais. Jusqu'à ce que tu reviennes. Mais là, c'est ça, en fait. Fait que pour revenir à tout ça, tu sais, j'ai fait comme à ce moment-là, avec tout ça, sans revenir vivre, tu sais, vraiment au Québec puis à Montréal. Je suis partie pendant quasiment 8 ans. Comme expatriée. Tu sais, je revenais, avant de partir en Thaïlande, je revenais à chaque année en vacances 3 semaines ou même 2 fois par année à Noël puis l'été. Parce que à partir de la France ou à partir d'Amsterdam, ça se fait vraiment bien de venir en vacances. Tu sais, un vol de nuit, 7 heures, c'est fait. Après, en Asie, j'aurais pu revenir, mais bon, avec la pandémie, tu sais, ça a fait que j'ai pas mis les pieds au Canada pendant 3 ans. Et donc, avec mon télétravail, j'étais capable de venir à l'été 2022, comme pendant 3 mois, faire du télétravail au Québec parce que là, je me suis dit, regarde, je vais encore rester en Thaïlande, je vais encore vivre à Koh Phangan sur mon île, mais j'aimerais rentrer au Canada. Ça fait 3 ans que je suis pas allée. Je veux passer comme 3-4 mois au Canada, puis j'ai besoin de me reconnecter à ma culture. Là, ça fait 8 ans quasiment, tu sais, comme j'ai besoin de revenir chez moi puis de repenser à ma vie. Parce qu'à la base, moi, je partais 1 an à Amsterdam. C'est ça, 1 an à Amsterdam s'est transformé en 8 ans. Quasiment, 7 ans et demi. Tu sais, le temps de revenir après tout ça, tu sais, t'es pas retombé sur tes pieds avant 8 ans. Mais parce que t'as sauté tu sais, à partir de... Au fond, toi, t'as fait le premier move, puis après ça, c'est toujours des opportunités qui t'ont été présentées, puis à chaque fois, c'est comme « it's now or never ». Pourquoi pas saisir toutes ces offres-là qu'il y avait devant toi? Super intéressant, tu sais. Ouais. Fait qu'après ça, j'ai eu vraiment un bon feeling au retour au Québec. C'était en été, tu sais, j'étais avec ma famille, mes amis. J'ai pas été là pendant 3 ans. On s'est revus, Pascal et moi, on est, tu sais, meilleurs amis depuis toujours. Donc, on s'est revus, ça me manquait beaucoup 3 ans plus tard. Et puis là, le fait de repartir en Thaïlande pour un dernier 8 mois, tu sais, à ce moment-là, j'avais un peu pris ma décision, tu sais, j'avais un peu tâté le terrain, passé l'été ici. Je pense que là, il faudrait que je rentre, tu sais, si je veux peut-être vraiment me bâtir un avenir, rencontrer quelqu'un, tu sais, je suis quelqu'un au final de familial, je m'entends très bien avec mes parents, avec mon frère. J'aimerais ça avoir des enfants. Tu sais, je suis romantique, j'avais envie d'être avec quelqu'un. À l'étranger, c'est pas toujours évident les relations parce que tu rencontres beaucoup d'expatriés qui doivent peut-être rentrer en Angleterre ou en Allemagne ou tu sais, tu veux peut-être pas nécessairement y aller. Là, justement, après en Thaïlande, il y a eu la pandémie, fait que tout le monde était un peu en suspens. Moi, j'avais prévu rentrer en France, mais finalement, je reste en Thaïlande parce que on est ici, les frontières sont fermées. Fait que c'est des gens souvent qui sont qui n'ont pas nécessairement une vie stable. Puis c'est OK, mais ça peut être difficile de créer une relation à long terme. Tu n'as pas eu de relation nécessairement à long terme lorsque tu étais en Asie? En Asie, pas tant que ça. J'ai fait des rencontres, des fréquentations, tout ça, mais ça a été difficile de rencontrer quelqu'un, de se dire, tu sais, après l'Asie. Parce que les gens que tu rencontres, ils sont souvent en Asie pour 3 ou 4 ans. La moyenne des expatriés en Asie, que tu sois, exemple, à Bangkok, à Hong Kong, à Kuala Lumpur, il y a comme une tendance. Les gens restent peut-être pour
pour 3 ou 4 ans, puis après ça, ils rentrent. Tu sais. Fait que j'avais beaucoup d'amis qui me disaient, ben moi, après 3 ans en Thaïlande, je vais rentrer en France, tu sais, ou je retourne en Angleterre, ou tu sais, même moi, j'étais comme là, je vais pas non plus, tu sais, je partais 1 an à Amsterdam, je savais que j'allais rentrer à Montréal, que j'allais rentrer au Québec, tu sais, fait que ça... Moi, il y avait ça aussi qui me travaillait beaucoup, tu sais. Fait que quand je suis revenue au Québec, je me suis dit, OK, je pense que l'année prochaine, je vais revenir, puis je vais m'installer, me trouver un travail ici. Puis ça s'était tellement bien passé. C'était l'été, tu sais, c'était le fun. C'était en mode vacances, voyage. J'étais un peu en romance de retrouver mon pays après 7 ans, de, comme une romance. Parce que moi aussi, ça me fait ça, là. Quand je pars pendant plusieurs mois, je reviens, je me sens touriste. Oui, à Montréal. On se sent touriste chez soi. Je me sens touriste à Montréal, puis je suis comme, c'est cool, ça, c'est cool, tout est cool. Tu sais, ça dure un certain temps. Après ça, c'est comme, bon, je me réhabitue, là, mais fait que tu t'es senti comme ça cet été-là. On se sent touriste chez soi. Oui. Fait que c'est un bon 100%. Feeling. Tout est génial parce que tu te réhabitues à tout. Puis comme en plus, toi, tu étais sur un hype de revoir ton monde, un peu à gauche, à droite. C'est l'été, en plus, on est tout le temps full occupé. Les festivals, les parties, les anniversaires. Tellement de choses à faire. T'avais probablement de quoi à toutes les... Puis j'étais en télétravail. Puis t'étais sûrement pas... Tu vivais où? Chez tes parents? J'étais chez mon frère, sur la Rive-Sud, chez mes parents qui sont dans les cantons de l'Est, chez ma meilleure amie à Montréal. C'est ça, t'avais pas de... J'étais en télétravail, j'avais mon ordi. Fait que j'étais vraiment encore digital nomade, mais là, en vacances au Québec. Nomade, mais au Canada, c'est ça. Fait qu'au final... De redécouvrir ta culture aussi, c'est comme enivrant, tu sais, c'est comme exotique. Étrangement, ça devient exotique pour toi. Ouais. Ben oui. Ça te fait le feeling. Le feeling d'exotisme, c'est dur à décrire. Il faut le vivre pour le comprendre quand on part. Mais ça me le fait après 6 mois. J'ose pas imaginer après 7 ans. Oui, ça me fait un feeling d'exotisme. Puis là, je me dis, mais tu sais, je repars en Thaïlande tout l'hiver. Je repartais à la fin octobre. J'allais repartir en Thaïlande pour 8 mois. Fait que, tu sais, je me disais, wow, tu sais, je profite au max. C'est tellement le fun d'être au Québec. J'étais tellement amoureuse du Québec, des Québécois, de tout, de notre culture, puis je repartais en Thaïlande, tu sais. En me disant, oui, l'été prochain, je vais rentrer, puis après, je m'installe. Tu sais, dans ma tête, ça allait être simple, tu sais. J'étais restée tellement sur une bonne note, tu sais. Fait qu'après, je suis repartie en Thaïlande, mais là, vraiment en mode digital nomade. Je me suis dit, je vais aller vivre dans le nord à Chiang Mai. J'ai pas vraiment vécu là. J'avais fait un voyage, d'aller à Pai, d'aller vraiment dans les montagnes. Je voulais repasser du temps à Bangkok. Tu sais, j'avais quand même vécu là pendant 1 an et demi. Et puis, j'ai repassé pas mal de temps à Bangkok après ça parce que, dans le fond, quand je suis retournée en Thaïlande à ce moment-là, après l'été au Québec, à la fin octobre, c'était fini, là, la pandémie. On est rendu 2022, quasiment 2023. Fait que moi, j'avais envie de vraiment de circuler, de voyager. Tu sais, c'était le post-COVID, le post-lockdown. Tout le monde était... C'était probablement le meilleur temps... pour y retourner, parce que probablement que tu n'avais pas encore toutes les foules de touristes. Non, c'est ça. Mais tu étais libre de tes mouvements. En puis télétravail. Il y avait les restrictions. Fait que c'était probablement le meilleur temps pour visiter la Thaïlande. Oui, ben c'est ça. Fait que j'ai vraiment voulu être digital nomade en Thaïlande, puis j'avais un peu des amis partout, des endroits à visiter. Mais après, je suis quand même retournée me réinstaller à Koh Phangan sur mon île pendant un dernier comme 4-5 mois, puis Pascal est venu, on est allé faire de la plongée, on est allé à Koh Tao, tu sais, on a fait des voyages. Tellement de choses, c'était tellement incroyable. Parce que tu savais que c'était dans les derniers mois. Je sentais que j'allais rentrer au Québec. Comme tes derniers instants, fait que tu voulais pas avoir de regrets puis vivre au max. Oui, c'est ça. Je sentais que c'était pas mal la fin en Thaïlande par rapport à ce que j'aspirais à long terme pour me bâtir une vie, tu sais. Mais j'étais tellement dans cette effervescence-là avec ma meilleure amie qui était venue sur la fin de mon dernier moment de vie là-bas, tu sais. J'étais tellement rendue habituée de vivre là-bas aussi. Tu sais, la Thaïlande, c'était devenu vraiment chez moi, tu sais. J'étais tellement habituée. J'avais l'impression que j'allais toujours être là. En fait, c'est qu'à un moment donné, quand t'es tout le temps là-bas, t'as l'impression que tu vas toujours être là. Puis, tu sais, tu penses pas trop à ce qui s'en vient. Moi, j'avais tellement encore mon idée du Québec, de ce que c'était de l'été d'avant, tu sais. Fait que j'ai fini un peu mon moment en Thaïlande. En plus, quand je suis repartie au mois de juin pour revenir au Québec, j'avais encore le feeling que j'allais peut-être retourner en octobre encore en Thaïlande pour un dernier 6 à 8 mois. Je savais que c'était pas la dernière fois. À ce moment-là, j'avais pas encore pris ma décision, mais j'y pensais. Ça, c'était le 2e été, là. Mais en fait, c'est ça, je suis revenue, c'était à l'été 2023, donc là, j'avais eu 35 ans. Puis je m'étais dit à ce moment-là, je vais voir à la fin de l'été ce que je vais décider de faire, comment je me sens.
Est-ce que je décide de rester ou est-ce que je décide de repartir? Parce que j'avais encore mon travail à distance de là-bas. Puis j'avais encore le choix. En fait, j'avais le choix de retourner en Thaïlande pour un autre 6 à 8 mois. De refaire un peu ce beat-là de digital nomade, été au Québec, hiver là-bas. Ouais. Mais arrivé à la fin du mois de septembre, j'ai comme pris une décision un peu dans un moment de confusion, de « Oh mon Dieu, là, si je repars, est-ce que je vais être encore dans ce beat-là de digital nomade? » Mais là, je suis rendue à 35 ans, tu sais, j'aimerais vraiment rencontrer quelqu'un, j'aimerais vraiment bâtir quelque chose. Tu sais, si je repars encore, le temps de revenir, ça va être encore long, ça va être encore compliqué. Est-ce que c'était juste ton thinking ou tu avais aussi la pression extérieure? J'ai senti une pression sans le vouloir. Je pense que c'est inconscient. De quand tu reviens, on parlait de communauté, tu sais, tout à l'heure de sentiment d'appartenance. Là, le coup un peu, le choc vient un peu de la crise identitaire de t'as 35 ans, t'as choisi une vie marginale, t'as choisi une vie différente. Beaucoup de tes amis maintenant ont acheté des maisons en banlieue, ont des enfants. T'as plus 22 ans, là, tu reviens de Barcelone, c'est bien drôle, tu sais, mais là, t'es rendu à 35 ans, tu partais 1 an, finalement, t'es parti quasiment 8 ans. Tu t'es ramassé en Asie sur une île comme digital nomade. À l'époque, c'était même pas une question d'être digital nomade. Il y avait pas encore ça beaucoup, tu sais. Fait que ça a été comme un espèce de moment de grande remise en question, mais qui s'est fait très rapidement à l'espace d'1 mois, tu sais, de comme, OK, là, je pense qu'il faut que je reste ici. Je pense qu'il faut que je me stabilise. Si je le fais pas maintenant, ça va être compliqué, mais maintenant, avec le recul, je me rends compte que j'ai fait un choix par peur, puis qu'il y avait une pression que je me suis mise de ma perception de mon identité, de ce que je devais faire, qui finalement, j'aurais pu choisir autrement. C'était un peu un conditioning, tu sais. J'aurais pu me dire, ben tu sais quoi, moi finalement, peut-être que je veux pas avoir d'enfant, puis je suis pas obligée de faire une rencontre ou d'avoir une propriété tout de suite. Il y en a pas de règle à suivre. Ça, c'est la leçon que j'ai appris, ce que j'ai intégré maintenant, c'est qu'il n'y en a pas de règles à suivre. Il ne faut pas avoir d'attente. T'sais. Mais là, ça, c'est venu après une année de transition. Mais à ce moment-là, j'étais dans la peur. J'étais dans l'inquiétude, dans la peur, puis dans le doute. Puis je me suis dit, OK, là, ah non, là, il faut que je me stabilise. Il faut que je prenne une décision. Fait que je pense que je vais rester... Je vais laisser mon emploi que j'ai à distance avec la Thaïlande, avec Bangkok, puis je vais me trouver un travail ici. Puis je vais essayer de me trouver un appart. Je vais essayer de me rebâtir une vie. Mais j'avais pas anticipé. Mais non, c'est ça qui est arrivé. C'est ça qui est fou parce que là, c'est comme autant les gens quand on voyage, oui, on vit des expériences fabuleuses. Tu en as nommé quelques-unes, puis c'est wow. Mais pendant ici, la vie n'est pas sur pause là, au Québec. Tu sais, comme tu l'as dit, tes amis ont fait des enfants, d'autres qui ont acheté des maisons. Eux, c'est totalement différent, mais la vie a continué. C'est très routinier, deux vies en parallèle. Une vie en ville à Montréal comparé à une vie dans les îles. Là. C'est ça le danger, c'est que quand tu voyages pendant longtemps ou tu t'expatries pendant longtemps puis tu reviens, ben de faire la comparaison avec toi, t'es rendu où dans ta vie puis ce que t'as fait, ce que t'as accompli, ce que t'as expérimenté dans les dernières années versus ceux qui sont restés ici. Mm-hmm. Faire cette comparaison-là, ça fait mal, c'est difficile. Parce que tu te mets à te dire, est-ce que j'ai fait les bons choix? Pourquoi j'ai fait ça? Mais c'est juste que tu as fait des choix différents. Puis il n'y en a pas un qui a plus de valeur que l'autre. Fait qu'il faut juste éviter le piège de la comparaison parce que ça peut, je pense, encore plus rendre difficile le retour de se comparer. Les comparaisons, c'est un piège dans la vie, tu sais. Parce que là, mes amis se comparaient à moi. Ah, j'ai rien fait. Mais toi aussi, tu comparais à tes amis. Mais tu sais, eux, c'est comme, ah, moi, j'ai encore la même maison. Puis là, ben, on a nos enfants, c'est merveilleux, mais on n'a rien fait de nos vies. Toi, tu as vécu une vie extraordinaire. Tu n'auras pas de regrets. Tu sais, fait que c'est une question de perception dans la vie. Il n'y en a pas de manuel d'instruction. Surtout notre génération, tu sais, on peut faire qu'est-ce qu'on veut, puis encore plus les prochaines générations, tu sais, mais... Veux pas, quand tu es en moment de confusion, de transition, de choc, de retour, ça t'affecte mentalement, puis tu te compares, puis tu vois plus clair. Tu sais, on appelle ça un trouble d'adaptation, tu sais, qui peut mener à un burn-out, qui peut mener à une dépression, tu sais. Puis quand tu es en choc de retour, que tu vis un trouble d'adaptation, de par le fait que la culture de la Thaïlande est tellement différente aussi, tu sais, c'est un pays bouddhiste, c'est un pays chaud, c'est un pays tropical, c'est un pays de liberté, c'est un pays qui est complètement différent d'ici. Fait que, tu sais, il y avait aussi un gros choc. Les gens sont très spirituels en Thaïlande, tu sais, avec comme le bouddhisme, on en parle beaucoup, tu sais. Donc, pour moi, là, ma comparaison se faisait aussi à plein de niveaux. Le choc de retour est arrivé d'un coup.
Fait que, tu sais, oui, je me suis comparée à ce moment-là, chose que j'aurais pas dû faire, tu sais. Mais c'est ça, comme des deux côtés, comme tu dis, parce que toi, tu trouvais ça difficile parce que tu te comparais aux autres, tu sais, aux autres personnes autour de toi qui ont 35 ans puis qui ont fait des choix différents puis qui ont peut-être pas voyagé, donc qui ont une propriété, des enfants, un chien, peut-être une carrière plus avancée que la tienne. Mais aussi, de l'autre côté, eux, comme tu disais, se comparer à toi, puis en se disant, mais moi, j'ai pas voyagé, j'ai pas vu grand-chose. Fait que des deux côtés, en fait, il faut éviter ça parce que des deux côtés, un choix, c'est un choix. C'est ça, on a vécu des choses. Bien beau de le dire, mais on se compare même dans des situations encore plus minimes. C'est dur, là, tu sais, c'est vraiment dur. On se compare à toutes, là. C'est dur, mais c'est vraiment quelque chose à développer, d'éviter de se comparer. C'est normal, c'est humain de le faire, mais tu peux le catch, tu sais, comme l'attraper, comme, je suis dans la comparaison. OK, je le conscientise, puis j'en sors. Ouais. T'sais, c'est possible de travailler ce muscle-là, de s'attraper puis sortir de la comparaison parce que ça sert à rien. Ça fait mal de faire ça. Totalement. Puis, tu disais, quand tu avais une décision à prendre, à savoir si tu repartais pour faire l'hiver puis continuer à faire comme la moitié de l'année en Thaïlande puis l'autre moitié au Québec, ou de rester ici, quand t'en parlais tantôt, tu disais, il faut. C'est ça beaucoup. Il faut que je reste ici, il faut que je bâtisse quelque chose, il faut que je me stabilise. C'est la peur. Il faut. Fait qu'en fait, quand tu as ce discours-là, quand tu t'attrapes, que tu es en train d'utiliser le verbe il faut, tu sais, falloir, comme il faut, mais tu n'es pas en train de dire je veux. Tu sais, c'est de remarquer ça quand tu es en train de dire il faut. C'est que, donc, ça veut dire que ton discours est teinté de pression à externe de toi, parce que si c'est vraiment quelque chose que tu veux qui est dans ton cœur, tu vas dire je veux rester au Québec, je veux me trouver un appart, je veux, mais tu disais pas, puis je me rappelle parce que tu m'en parlais à ce moment-là, tu disais pas je veux ou j'aimerais ou je désire, tu disais il faut. Fait que j'aurais aimé ça que quelqu'un me wake up à ce moment-là, tu sais, parce que j'étais prise dans un choc de retour. Mais là, c'est quoi, t'es tombée, mettons, en dépression? De peur, puis mais on peut en parler un petit peu de ça après, mais juste pour finir, tu sais, je suis tombée dans un choc de retour de peur, de comparaison, de confusion. Faut pas prendre des grosses décisions quand on est sur un coup d'émotion, dans une confusion. Puis j'avais aussi rencontré quelqu'un en Thaïlande qui m'avait beaucoup plu, mais qui repartait en Nouvelle-Zélande. Puis ça m'avait un peu brisé le cœur. Puis là, j'étais rendue à justement 34 ans. J'allais avoir 35 ans. Puis je me suis dit, là, je pense que je suis tannée de faire des belles rencontres puis que quelqu'un parte en Angleterre, quelqu'un parte en Nouvelle-Zélande. Moi, je vais pas y aller. C'est compliqué. Tu sais, au bout d'un moment, faut pas être dans des illusions non plus. Fait que je me suis dit, je pense que, tu sais, si je veux avoir un partenaire de vie, comme je vous dis, je suis familiale, je suis romantique. Tu sais, j'avais envie de rencontrer quelqu'un. Tu sais, pas nécessairement avoir des enfants. Ça, on sait jamais si on va en avoir ou pas, tu sais, qu'on en veuille ou non. Tu sais, c'est plus compliqué de prévoir ça. Mais au moins, je me disais, si je peux au moins avoir un partenaire de vie, m'installer, me faire un cocon, tu sais, avoir un chez moi, me stabiliser. Tu sais, il faut pas oublier que j'avais plus la maison que j'avais louée à Koh Phangan, j'avais plus d'appartement à Bangkok. Tu sais, j'étais rendue vraiment la dernière année, là, j'étais rendue vraiment nomade, vadrouille, d'un hébergement un mois, un autre mois, là, j'allais chez mon frère. Tu sais, j'étais revenue en Thaïlande, j'avais loué un bungalow à Chiang Mai. Tu sais, il y avait beaucoup de... Fait que, tu sais, c'est ça, je suis tombée dans des « il faut », mais ça venait aussi d'un manque à quelque part. Il n'y avait pas juste des comparaisons puis de la pression extérieure ou de la pression que je me mettais. Il y avait un manque profond de stabilité, de construire quelque chose. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi, des fois, ça fait rêver la vie de digital nomade. Mais moi, je suis quelqu'un de très réaliste aussi là-dedans. Il ne faut pas être dans des illusions, comme je disais. La vie de digital nomade, oui, tu pars en plongée, tu vas faire du kitesurf, tu as ton ordi comme ça, tu sais, mais il y a un moment donné où le high, il redescend. Puis là, il te manque des choses aussi, il te manque une stabilité, tu sais. Fait que moi, j'étais rendue à l'étape où je voulais vraiment avoir une stabilité. Puis, tu sais, j'ai décidé de rester. Il y avait un craving. Oui, il y avait beaucoup de « il faut ». J'aurais pu le faire autrement. J'aurais pu avoir le discernement de plein de choses. J'aurais pu anticiper, me préparer. J'aurais pu faire ça moins dernière minute, moins un peu à la ramasse. Tu sais, c'est ça qui m'a fait aussi vraiment un trouble d'adaptation avec le choc du retour en plus. C'est que j'avais pas pris le temps d'anticiper, de préparer le terrain. Tu
sais. Fait que ça m'a beaucoup frappé. Puis là, tu arrives au mois d'octobre, tu prends cette décision-là, puis là, tu as pris la décision, puis le mois de novembre arrive. Tu n'as pas fait de mois de novembre depuis Amsterdam, où il fait un peu noir aussi, puis plus froid, tu sais. Fait que là, ça faisait comme quasiment 4 ans que j'avais pas fait d'hiver, que j'avais pas fait de mois de novembre. J'étais complètement dans une bulle exotique en Thaïlande, tu sais. Fait que ça m'a vraiment rentré dedans. Puis là, tu arrives au mois de novembre, tu cherches un emploi, tu loues un appartement qui n'est pas le tien. J'avais sous-loué quelque chose en attendant, en me disant, je vais commencer avec un appart comme ça en sous-location, avec tout meublé, parce que moi, j'avais plus rien, tu sais. Fait que là, je n'étais pas chez moi, là. Tu sais, tu te sens pas chez toi, tu es dans les meubles de quelqu'un d'autre, les choses de quelqu'un d'autre. Fait que ça peut t'affecter aussi. Fait que j'avais un peu fait tout ça un peu de manière très désorganisée et non anticipée. Fait que ça aide pas non plus quand tu vis un trouble d'adaptation, tu sais. De pas te sentir chez toi quand t'es supposé être dans ton pays. Je me suis jamais autant pas sentie chez moi que ce mois de novembre-décembre, là, de ma vie. Et pourtant, j'étais dans mon pays, tu sais. Je me sentais plus chez moi. Tu sais, j'étais hollandaise, j'étais thaïlandaise, j'étais world citizen. J'étais entourée de gens tout le temps qui venaient de partout dans le monde. Tu sais, mon quotidien, c'était d'être avec des gens qui viennent d'Israël, de Turquie, d'Allemagne, de Brésil, des États-Unis, de la Thaïlande. Tu sais, t'as tellement d'exposition à une culture internationale aussi. Tu sais, fait que ça, c'est enrichissant, puis ça te manque, tu sais. Fait que tu étais vraiment entre deux. Tu sais, tu dis, tu t'es jamais senti pas chez toi qu'à ce moment-là, quand tu étais à Montréal, en sous-location, parce que tu étais vraiment en grosse transition. Tu étais entre deux phases de ta vie. Mais vraiment, là, c'est comme, OK, bon, là, comment j'approche ça? OK, j'habite ici, mais ça sera pas vraiment chez moi, finalement. Fait que ça, c'est l'erreur que j'ai faite. Tu sais, j'aurais pu habiter chez mon frère sur la Rive-Sud un peu plus longtemps. J'aurais pu faire les choses un peu mieux. Avoir déjà un appart à toi. Ouais, que de sous-louer en attendant de... Tu sais, on sait pas trop, des fois. C'est ça aussi quand on vit un gros choc. Puis ça, c'est, je pense, un conseil pour tout le monde dans la vie. Si on vit un choc, un gros changement, que ce soit un choc de retour ou un changement de vie, c'est vraiment important de slow down. Là, moi, j'ai fait le contraire. J'étais à pleine vitesse parce que j'étais un peu, on appelle en fight or flight mode. Tu vivais de l'anxiété. C'est de l'anxiété de retour. C'est ton système nerveux est tellement activé, tu es tellement en fight or flight mode que tu vois plus clair, tu réfléchis plus. Fait que j'ai pris des décisions aussi sur des recherches d'emploi. J'ai appliqué sur des emplois qui n'allaient pas me correspondre. Je faisais des entrevues un peu sur n'importe quoi dans mon domaine, mais un peu sur n'importe quoi, sans vraiment me poser la question si c'est vraiment ça que je voulais. Tu posais des actions précipitées, en fait. Très précipitées. Ah, OK, j'ai une première opportunité. OK, un appartement. En plus, l'affaire, c'est que je suis revenue à Montréal. Moi, j'étais dans une île sur le bord de la mer. Je reviens à Montréal et à Montréal, en 2023, quasiment 2024. Là, on arrivait, en fait, c'était en 2024, là, quasiment. Mais Montréal, 2024, crise du logement. On n'avait pas ça en 2015, moi, quand j'habitais à Montréal à l'époque. T'avais le choix. Moi, je suis partie à Amsterdam en 2016. Ça fait longtemps qu'on est en crise du logement. Là. Oui, mais moi, je suis partie de Montréal en 2016. T'avais le choix, oui. Tu sais, la dernière fois que je me suis cherché un appart à Montréal, ça devait être en 2014. Là, tu sais, il n'y avait pas de crise du logement à Montréal. Fait qu'en plus d'un choc de retour, d'être en trouble d'adaptation, de rien comprendre, il y a une crise du logement à Montréal, tu sais. Là, je me disais, comment je vais faire pour me trouver un appart à mon goût? Tu sais, qu'est-ce qui va arriver dans mon budget? Tu sais, où est-ce que je vais travailler? Là, maintenant, en plus, beaucoup d'emplois, c'était du télétravail, tu sais. Là, c'est le fun d'être en télétravail sur le bord de la mer, sur une île, mais en télétravail à Montréal, quand t'es pas chez toi, ça va être quoi, tu sais? Bon, habiter sur la... Énormément d'adaptation. En fait, tu devais te réadapter à tout niveau. Oui, vraiment. Ouais. Ça a été un gros coup. Oui, c'est sûr que c'est du changement à 100 000 à l'heure. Ça m'a fait faire un burn-out, tu sais, une espèce d'épuisement. Un gros merci à notre commanditaire, le collectif d'auberges Saint-Lô. Ça, là, c'est un collectif regroupant 6 hostels à travers le Québec qui longe le fleuve Saint-Laurent jusqu'à la Gaspésie, d'où le nom Saint-Lô, d'ailleurs. Moi, je trouve ça intéressant. Donc, des hostels au Québec qui sont inclusifs, qui veulent lancer, en fait, regrouper les gens, que ce soit des gens du Québec qui veulent visiter le Québec ou encore des gens d'ailleurs. Saint-Lô, c'est vraiment un must. Il y a des auberges à Montréal, en fait, une auberge à Montréal,
Montréal, une aussi à Ottawa, dans la région de la capitale nationale. Et tu peux avoir 10 de rabais en profitant de notre code promo Backpackers lors de ta prochaine réservation. Ce qui est cool, là, avec Saint-Lô, c'est que c'est une communauté. D'ailleurs, quand tu réserves à l'auberge de Montréal, tu as $1 de ta réservation qui va directement à la Fondation Saint-Lô. Ce qui est cool également, c'est qu'il y a plusieurs inclusions, comme les petits déjeuners inclus, des forfaits selon les endroits et les auberges, et aussi des espaces de coworking. Il y a un bar, comme dans toute bonne auberge de jeunesse, parfaite pour créer des liens d'amitié, parfois un peu plus, et surtout une communauté. C'est ça l'objectif final de Saint-Lô. Donc, découvre les auberges, tout comme on le fait, en te rendant sur leur site Internet et en réservant une nuitée dans l'un des auberges Saint-Lô. Tu sais, le mot burn-out peut être interprété de plein de façons dans la vie, mais c'est un trouble d'adaptation qui t'amène à avoir ton système nerveux en épuisement. C'est que tu n'es plus capable là, si on veut, de continuer d'avancer dans une direction qui, finalement, te rend malheureuse. C'est que tu te forces à faire quelque chose que tu ne voulais pas dans ton cœur, dans ton âme. C'est un cri du cœur, un cri de ton âme qui, finalement, pleure parce qu'elle te dit, tu m'as pas écouté. Tu as écouté ton ego, ta tête, parce que tu avais peur. Fait qu'il faut pas s'en vouloir non plus. C'est la peur, la comparaison, le doute. Puis là, tu es juste dans ta tête. C'est ça, l'anxiété. Mais là, tu étais physiquement et mentalement. Physiquement, tu n'avais pas d'énergie. Tu n'avais pas envie de rien C'est le mois de faire. janvier. C'est le mois de janvier, t'es pas chez toi, t'es dans un petit appart que t'as sous-loué, t'as plus de travail, tu te cherches un emploi. C'est très intimidant aussi, tu sais, de te présenter dans des entrevues. Oui, t'as un parcours intéressant, puis t'as eu des emplois intéressants à l'étranger, mais comment tu réappliques ça pour des opportunités à Montréal? Faut que tu trouves aussi quelque chose de niché, tu sais, avec ce que t'as fait. Comment aussi, est-ce que tu utilises tout ce que t'as vécu dans tes années d'expatriation? Mais j'ai toujours travaillé comme expatriée, fait que ça au moins, ça passe bien. Parce que tu as toujours travaillé. C'est pas comme si tu étais juste en backpacking à faire le tour du monde sans arrêt pendant 8 ans. Même à ça, il y a une façon. Même à ça, il y a une façon. Parce que quand je suis revenue de mon tour du monde, puis ça faisait 2 ans que je travaillais pas dans mon domaine. J'avais travaillé un petit peu, mais en Australie, en mode... je travaillais dans un resto western, puis je faisais des ménages dans des villas, pas du tout dans mon domaine. Mais même à ça, en fait, ça dépend comment tu te présentes, comment tu te vends. Tu sais, moi, ça m'a vraiment surpris. Je revenais, je passais des entrevues, puis vu que j'expliquais ce que j'avais vécu dans mes dernières années de backpacking, les gens, en fait, ça les faisait rêver. Ça les inspirait, puis ça leur faisait du bien parce que c'est des histoires qui te font du bien. Fait qu'ils voulaient m'engager, même si ça faisait 2 ans que j'avais pas travaillé dans mon domaine, juste parce que ils se sentaient inspirés par ce que je leur racontais. Fait que je pense que ça dépend toujours de la façon que tu vas le présenter puis que tu vas te vendre. Fait que c'est pas impossible. Non, c'est ça, en passant, tu sais, c'est pour encourager les gens à continuer de voyager. Puis, de toute façon, notre génération, on est ailleurs, là, tu sais. Je pense que c'est maintenant la norme de voyager. Tout le monde peut être digital nomade. Les gens sont tous en télétravail. Tu sais, c'est plus comme à l'époque, quand nous, on est partis à Barcelone en 2010, c'était quand même audacieux. Tu sais, il n'y avait pas énormément de gens qui le faisaient, tu sais. Maintenant, tout le monde part faire du télétravail. Tout le monde a réalisé qu'il faut voyager. Tu sais, il faut le faire, puis c'est correct, c'est accepté. Tu vas pas... ton CV va pas être hypothéqué forever. C'était pas comme ça à l'époque. Si tu voyages, tu sais, maintenant, c'est plus facile, parce que les gens... C'est plus valorisé. Oui. Les gens qui nous passaient en entrevue à l'époque, quand on était revenus de Barcelone, tu sais, puis qu'on avait 23 ans, puis qu'on cherchait notre premier vrai emploi d'adulte, moi, les gens qui me passaient en entrevue à cette époque-là, c'était des baby boomers, la génération X, tu sais. Là, maintenant, c'est nous, les Y, tu sais, qui sommes rendus dans des postes de direction, tu sais. Puis là, on a les Z, génération Z, alpha, machin, tu sais. Il y en a plein qui font 1 million de voyages en même temps qu'ils travaillent. Tu sais, c'est plus... On est ailleurs, là, tu sais. Vraiment. Ça, c'est cool parce que ça, c'est vraiment plus accepté. Il y a une plus grande ouverture d'esprit à ce niveau-là, fait que... Mais comme tu dis, toi, au moins, tu avais l'avantage d'avoir toujours travaillé. Oui, comme j'étais vraiment expatriée, tu sais, j'étais plus en voyage, là. Non. Puis comment tu t'en es sortie? Bien, écoute, moi, ça a été difficile. J'ai comme fait un épuisement là-dedans qui s'est transformé en genre de dépression. Tu sais, je pense qu'on peut pas mettre nécessairement un mot fixe, trouble d'adaptation, tu sais, épuisement, dépression. Tu sais, là, ça a été comme une perte de sens à ma vie, en fait. Tu sais, une résistance au changement.
vraiment, mais physiquement, puis émotionnellement, spirituellement aussi, parce que j'allais dans les temples bouddhistes faire des méditations. Tu sais, je m'étais connectée à quelque chose de vraiment une énergie, sans être religieuse, tu sais. Je suis pas quelqu'un de religieuse, je suis athée, mais je suis très spirituelle dans mon être. Puis ça m'amène beaucoup de sagesse, de réflexion, de recul aussi, tu sais. Puis d'empathie, de compassion, et puis les valeurs bouddhistes, la culture bouddhiste, de respect, de karma. C'est très, très, très nourrissant. Puis l'énergie que tu ressens dans un temple en Thaïlande quand tu vas méditer, ça s'explique pas, tu sais. Fait que j'avais aussi perdu ça, en fait, tu sais, cette connexion-là, tu sais. En plein hiver, tu sais, à Montréal, comme je disais, sans emploi, dans un appartement qui est pas le mien, où je me sens pas très bien, finalement, dans un quartier qui me plaît pas tant que ça. Tu sais, mes amis sont dans un autre train de vie. Tu savais plus c'était quoi Montréal. Fait que tu savais pas non plus dans quel quartier aller habiter. T'as pris comme un quartier comme ça sans trop y penser parce que tu connaissais plus vraiment les quartiers à Montréal. Plus comme trop, où je vais être bien. Fait que t'as choisi un quartier que finalement qui te plaisait pas tant que ça. Ouais, je me suis pas aidée du tout en fait dans mon retour. Mais en fait, tu pouvais pas savoir, mais tu sais, t'aurais pu donc évaluer, finalement, je me sens pas très bien ici, je suis juste en sous-location, je peux bouger. Je peux aller ailleurs où je vais me sentir mieux. Fait que je pense qu'il faut pas hésiter quand tu es en retour, en transition, de vraiment comme évaluer, est-ce que je me sens bien ici? Est-ce que j'ai fait le bon choix pour moi? Sinon, va vers autre chose. Crée le changement. Fais-le, le changement, exact. même si c'est difficile pendant un temps de changer quelque chose, mais le faire, je pense que ça t'aurait aidé. Mais je pense aussi que quand tu n'as plus d'énergie, tu sais, quand tu as perdu un sens à ta vie, quand tu es tombé en épuisement, quand c'est ton système nerveux, en fait, aussi, il ne faut pas oublier que quand tu es expatrié, sans t'en rendre compte, ton système nerveux est toujours activé. Il y a toujours un fight-or-flight mode parce que tu as des visas, des permis de travail, une assurance de machin, tu sais pas trop. Il y avait eu la pandémie, tu sais, je savais pas trop ce qui allait se passer. Déménager d'Amsterdam à Bangkok, c'était compliqué aussi. Tu sais, j'avais beaucoup à accumuler, si on veut. C'est une accumulation de choses aussi dans ton corps. Le corps accumule des traumas, tu sais, c'est des mini-traumas à chaque fois pour plein de raisons. J'ai eu un accident, j'ai vécu des difficultés dans différents secteur de ma vie aussi. Tu sais, il y a des challenges. C'est pas parce que tu es expatrié que c'est magique. Si tu vis des challenges dans ta ville, dans ta vie normale au Québec, en tant qu'adulte, tu vas vivre des challenges aussi dans ta vie d'adulte à Bangkok, à Amsterdam, tout ça. Puis, ton système nerveux, à un moment donné, ça s'accumule. Tu sais, il faut pas l'oublier. Fait que quand je suis revenue, il y a aussi une baisse de pression de comme... OK, là, t'es encore en fight-or-flight mode, mais c'est un autre type de fight-or-flight mode. Fait que mon système nerveux, il était comme brûlé. Ça a été un épuisement. Fait que j'avais plus... C'est ça, en fait, l'épuisement, il fait froid, il fait noir. Moi, j'étais comme pendant 4 ans au soleil, dans les tropiques, avec la chaleur, avec le temps qui t'aide vraiment à avoir de la sérotonine puis de la vitamine D tout le temps. Aussi, ça, c'est ton corps, la biochimie. Ton premier hiver après 4 ans, la biochimie de ton corps est affectée. Parce que le manque de vitamine D, c'est très difficile quand t'en as eu sans arrêt, en fait, pendant des années. Mais ça, tu peux, comme dans le sens, il y a des solutions, oui, je pense mais qu'il y a des suppléments. Mais ça sera jamais, c'est jamais comme ce que ton corps peut vivre pendant 4 ans, être tout le temps au soleil. Il fait toujours beau en Thaïlande. Il y a des pluies des fois, mais il fait toujours beau. Mais je pense que ça peut, comme, dans le sens, il existe des solutions, même si oui, ça sera jamais la même chose, mais je pense que tu peux peut-être, pour les gens qui reviennent, adoucir cette période-là en prenant des suppléments. Il existe des lampes aussi spéciales, dans le sens qu'il y a certaines solutions pour adoucir cette période-là. Être plus préparé aussi, tu aurais pu revenir en été ou au printemps. Oui, j'étais revenue en été, mais j'ai pris ma décision en octobre. C'est ça, en fait, sans trop anticiper. Tu sais, c'est sûr que là-dedans, la morale de l'histoire, c'est vraiment qu'il faut anticiper quand on revient. Il faut anticiper déjà, en fait, je te dirais qu'il faut... Si tu t'es expatrié, que tu es parti longtemps, il faut anticiper 3 mois avant le retour. Moi, c'est que j'ai vécu mon retour, puis j'ai fait mon retour quand j'étais déjà j'étais dans le honeymoon phase de mon retour au Québec en été, du 2e été de retour, tu sais. Fait que quand j'ai pris ma décision à la fin du mois de septembre 2023, j'étais encore dans le honeymoon phase de retour. Puis là, tu revois tout le monde, puis tout le monde trouve ça intéressant, puis c'est complètement débile ce que tu as fait. Puis toi, tu étais encore trop contente de revoir le monde. Il faut se rappeler que j'étais repartie pour un autre 8 mois après un été de honeymoon. T'sais. Tu repars 8 mois, tu reviens, tu es encore en honeymoon phase. Là, le mois de novembre,
tu te réinstalles, t'es pas chez toi, tu te cherches un appart, ça a donné un coup, tu sais, jusqu'en janvier, février, mars, tu sais, de comme, OK, qu'est-ce que je vais faire, tu sais. Fait que d'anticiper, c'est important d'être doux envers soi-même. J'ai été très dure envers moi-même. Extrêmement. Est-ce que tu Parce que c'était l'ego, un peu la peur dans l'ego de « Hey, je suis revenue, là, je suis rendue à 35 ans, les gens ont des attentes envers moi, il faut que je sois un tel type de personne, il faut que je te trouve... » Surtout des attentes que je toi, m'étais t'avais mise, oui. envers toi-même. C'est des attentes qu'on se met soi-même beaucoup, tu sais. Mais c'est normal, c'est humain. Oui, c'est naturel. Tu l'as dit quand tu parlais de votre trip en Espagne puis tout, elle s'imprègne à 114 000 %. Tu vis les choses à 100 à 1 million de %. Fait que c'est sûr que pour des personnes comme toi, ça va être un petit peu plus intense, la transition, versus quelqu'un comme moi, tu sais, je suis quand même moins émotive que toi. Tu sais, donc, ça dépend comment tu vas vivre la transition de façon plus ou moins intense. Moi, j'en ai vécu aussi certaines transitions, mais je les ai pas vécues aussi intensément que toi. Ça dépend aussi de quel type de personne tu es. C'est ça que je me demandais tout au long de notre discussion. Je me disais, dans le fond, est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus propices à avoir un choc du retour ou à avoir, tu sais, il y a tout le temps des circonstances. Je pense que je suis... Toi, t'es rempli de circonstances qui, comme tu l'as dit, t'aurais pu faire les choses un peu plus allégément, mais justement, je pense aussi que ça fait partie de ta personnalité puis de qui tu es. Fait que t'es peut-être plus propice, puis il y a eu ça. Fait que c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui l'est, mais on l'est de différents degrés. Ouais. Mais là, toi, t'es vraiment tombé dans le... D'après moi, tu le vis à 114 000 %. Mais comment tu... La deuxième saison du podcast Les Backpackers est présentée par l'agence Voyage Yulgo. C'est l'agence de voyage que tu veux pour vivre ton premier ou ton 50e voyage. Yulgo t'offre des expériences authentiques en petits groupes, toujours un maximum de 12 personnes. Tu peux choisir entre un voyage de plongée sous-marine, une retraite de yoga, un voyage entre femmes, voyage humanitaire et plus encore. Attends-toi à un voyage mémorable et à te faire de nouveaux amis en partant avec Yulgo. Visite le yulgotravels.com et utilise le code promo BACKPACK100 pour 100 $ de rabais sur n'importe quel voyage. Bon voyage! Fait qu'au final, tu vois, j'avais pas anticipé ça. J'ai même pas pensé. En fait, c'est que j'étais tellement dans un brouhaha d'essayer de rebâtir ma vie ici. Parce que là, c'est plus une compagnie qui me transfère ici, là. C'est moi qui laisse l'entreprise là-bas, qui laisse ma vie là-bas, puis qui essaie de tout rebâtir à zéro ici. Fait que j'étais tellement dans une effervescence de retour après un été encore de honeymoon, de high, de tout ça, que... Tu sais, c'est ça, j'ai même pas pensé, ça m'est même pas venu à l'esprit que j'allais avoir un deuil à faire, tu sais. Fait que c'est pas juste un... Puis j'ai pas pensé que j'aurais vraiment un choc de retour, que j'aurais un trouble d'adaptation. J'ai pas anticipé ça, mais en plus, j'ai pas pensé que j'aurais un deuil à faire. Je savais même pas c'était quoi un vrai deuil. Parce que oui, à 23 ans, j'ai vécu le deuil de mon université, de ma vie d'étudiante, mon deuil de Barcelone, mais... On dirait qu'à 23 ans, t'es encore tellement... Je pensais déjà que j'allais travailler pour, dans 2 ans, aller au Brésil, pour peut-être après ça aller à Amsterdam, pour comme... Tu sais, j'avais encore toute ma vingtaine devant moi à 23 ans. Fait que, tu sais, mais là, à 35 ans, c'est moins drôle quand tu perds ton identité complètement, quand t'es imprégné de la Thaïlande, que la Thaïlande, c'est devenu chez toi, que tu t'es complètement immersé dans la culture thaïlandaise, l'Asie, tu sais. Là, c'est moins drôle. Puis déjà, je pense qu'à 35 ans, tout le monde peut être sujette à une genre de crise identitaire, un peu comme la crise de 23 ans d'adulte, la crise à trentaine. Fait que là, tu es en crise de trentaine, mi-trentaine. Et là... Qui est le midlife crisis, finalement. Mais qui est totalement différent parce que là, c'est go fait, c'est justement, c'est là, OK, j'en veux-tu des enfants ou j'en veux pas? J'en fais-tu? Là, c'est now or never. Là, c'est ça. T'as l'urgence, surtout les femmes, là, c'est l'urgence. Pour ça, c'est plus tough que quand t'as 23 ans. Ben oui, parce que 23 ans, la crise de la vingtaine, c'est de savoir qu'est-ce que tu vas faire dans la vie puis qui tu vas être. C'est dur aussi, la crise de la vingtaine, faut pas oublier, là. Mais là, t'as des décisions à prendre où là, t'es comme, c'est ton corps qui ne pourra plus enfanter dans 5-10 ans, là. Fait que, là, c'est comme... OK, là, est-ce que je veux des enfants? Est-ce que je veux rencontrer quelqu'un? Où est-ce que je veux habiter? Moi, est-ce que je suis encore une fille de ville? Tu sais, là, j'habitais sur une île. Bon, Amsterdam, Bangkok, ça va, mais là, j'étais pendant 2 ans dans une vie dans les îles. Tu te retrouves à Montréal. Oui, tu as habité à Montréal pendant 15 ans, une longue partie de ta vie, mais là,
Montréal a changé. On est en post-pandémie. La vie a changé. Les technologies changent. L'intelligence artificielle qui prend le dessus sur plein de choses. Les emplois changent, tu sais. La crise du logement, on en a parlé. Il y a énormément de choses qui rentrent en ligne de compte. Toi, tu changes. Toi, tu es en crise de la mi-trentaine. Tu te mets de la pression. Tu es dur envers toi-même. Il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte. T'sais. Fait que, j'ai réussi à me sortir de ça. Moi, ce qui m'a sorti de ça, c'est finalement, en fait, j'avais trouvé un travail. Puis ce qui est arrivé, c'est que j'ai pas été capable d'y aller parce que j'étais trop épuisée. Fait que j'avais trouvé un travail, puis finalement, au fond de moi, je sentais que c'était pas aligné non plus. Un travail dans mon domaine, vrai, là, plus dans ou le sens moins, oui, mais... Parce qu'en fait, c'est que tu étais en épuisement, mais tu t'acceptais pas d'être en épuisement. Fait que quand t'es pas en acceptation de ce que tu es en train de vivre, parce que vu que tu étais en épuisement, c'était ton corps qui disait « Hey, en ce moment, j'ai besoin de repos. » C'est ça que j'ai besoin. Mon système nerveux était brûlé. Ton corps te dit ce dont il a besoin, mais quand tu l'écoutes pas parce que tu es impatiente, puis non, mais je veux être normale, là, puis je veux pas être en épuisement, puis je veux avancer, bien, ça va juste être plus long avant que tu passes à travers cette période-là. Fait que d'être dans l'acceptation de ce que tu vis et de ce que ton corps a besoin, je pense que ça permet de passer à travers ta transition plus rapidement. Right? Et en douceur. Oui, l'acceptation de ce qu'on vit, c'est vraiment important. T'sais. Puis je trouve ça le fun d'en parler maintenant, comme je vois ça super positivement d'avoir fait une dépression parce que ça m'a aidé à m'accepter comme humaine. T'sais, moi, j'étais comme vraiment Wonder Woman. C'est moi en fait, je suis quelqu'un qui soutenait tout le monde au bout de mes bras. C'était moi la cheerleader, toujours de bonne humeur. J'apprends des langues. Mets-moi dans un pays, je vais apprendre la langue. Je vais être dans la culture comme ça. Je vais me faire des amis comme ça. Je vais réussir à trouver un super emploi. Je suis un peu une Wonder Woman, puis je réussissais tout ce que j'accomplissais. Fait que là, pour moi, je mettais beaucoup de pression à réussir mon retour, puis à prouver aux gens autour de moi que hey, j'ai 35 ans, j'ai un bel appart, j'ai un bon emploi, j'ai réussi, je suis revenue, tout va bien. Fait que tu veux pas te montrer non plus dans ta vulnérabilité, mais maintenant, tu vois, c'est le contraire. J'en parle même ouvertement. Puis je suis fière de ça, puis je suis contente de ça, que mon corps m'a arrêté, que la vie m'a arrêté, puis a fait que, regarde, là, relaxe ton système nerveux. Puis maintenant, ben mon système nerveux, c'est mon meilleur ami, puis je m'écoute. T'sais, si je finis ma journée de travail puis j'ai envie d'annuler un souper, ben je suis rendue à un point que je l'annule. J'aurais pas osé faire ça avant. Fait qu'on apprend, quand on a des breakdowns, on apprend sur soi. Puis maintenant, ben ça me donne aussi une belle compassion puis une belle empathie aussi pour les autres quand ils vivent ça. Puis et pour toi-même aussi. Oui, on va tous en vivre des gros changements. On va tous en vivre des deuils. J'ai vécu un très gros deuil. Un deuil qui te fait mal dans la peau. Tu sais, j'avais mal en dedans, j'avais la Thaïlande dans la peau, puis tu perds ta vie, ton identité, tout ce que t'es, puis j'aimais pas vraiment Montréal, finalement. J'aimais pas ça à ce moment-là. J'avais pas envie d'être là. Puis je me sentais passer à l'abattoir. J'avais passé des entrevues. Je me sentais que j'avais passé comme dans un abattoir. Mais j'étais dans le déni. J'étais impatiente. Puis je voulais bâtir ma vie. Puis pour moi, c'était comme la fin du monde. Jamais un gars allait vouloir sortir avec moi sans emploi, déprimé. Tu sais, fait que j'avais ça aussi de me dire comment je vais faire pour trouver un partenaire. Parce que quand tu es dans une dépression ou un épuisement, tu as l'impression que tu t'en sortiras pas. Ou que tu vois pas le bout, tu vois pas la lumière au bout du tunnel. Là, maintenant, je regarde ça, je suis comme, mon Dieu, je me suis donc bien faite vraiment comme un scénario de drame, d'apocalypse pour rien, tu sais. Je suis comme, ça n'a pas duré si longtemps que ça a duré 3 mois, tu sais. Mais pour moi, ma vie, c'est un mur. Là, tu frappes un mur, tu as l'impression que tu vois vraiment pas comment tu vas te sortir de ça parce que tu es dans la peur, tu es dans l'anxiété, tu es dans les regrets. C'est la spirale de regrets. Là, j'étais que dans les regrets. Là, t'as le dans nuage le passé. noir, on voit l'annonce. Tu vis dans le passé. T'as le nuage noir qui te suit, puis t'as juste ça au-dessus de la tête. Puis est-ce que t'as eu des idées noires? Non, pas à ce point-là, mais... J'ai pensé à aller prendre des antidépresseurs à ce moment-là, mais j'ai décidé de pas en prendre. C'était mon choix. Mais j'aurais peut-être dû. Ça aurait peut-être été moins difficile si j'avais décidé de prendre des antidépresseurs, mais j'ai pas voulu parce que j'ai la tête dure. Hein? J'ai la tête dure, puis au même titre que j'ai
forcé les choses, que j'ai forcé pour trouver un emploi, que j'ai trouvé un emploi, que je me suis pas présentée, que j'ai pas été capable. Parce que j'avais pas l'énergie, tu sais. Mais jusqu'au jour J que j'allais aller faire ma première journée de travail, j'étais encore dans le déni. Jusqu'à temps que mon corps m'empêche quasiment d'aller prendre le métro cette journée-là pour commencer. J'avais signé mon contrat de travail, tu sais. J'étais tellement dans le déni, tu sais. Après ça, jamais allée. la même chose, je me suis pointée chez le médecin. J'ai été voir un médecin parce que j'allais pas bien. Elle me prescrit des antidépresseurs. Je suis jamais allée les chercher, les antidépresseurs, tu sais. Mais je sais que j'ai cette force-là aussi en moi, puis je le savais que j'allais continuer à foncer puis à pousser. Je suis comme ça, il faut s'accepter aussi, tu sais, mais ça a été difficile, ça a été long, tu sais. Donc, t'es jamais allé travailler à ce premier emploi, tu l'as pas, là? C'est pas ça que tu fais en ce moment? Non, j'ai pas été à cet emploi-là, j'ai pas été prendre des antidépresseurs, j'ai pas écouté mon médecin, j'ai pas écouté mes parents, j'ai pas écouté personne. J'ai continué à vivre dans les regrets puis dans le passé. Puis vivre dans le passé, c'est pas bon, mais j'ai continué à me chercher de l'emploi. C'est ça qui est arrivé. Je me suis pas présentée à cet emploi-là. Mais t'étais juste dans une roue d'anxiété parce que ce que tu faisait pas vraiment de sens. C'est de l'anxiété totale. Crise d'angoisse. Ben, ça t'aurait peut-être aidé de prendre des anti-anxiogènes. Ouais. Tu sais, je veux dire, on n'est pas en train de donner des conseils qu'il faut ou il faut pas en prendre. C'est ça. Mais quand t'es dans une anxiété généralisée, ça t'envahit, en fait. Ouais. Fait qu'à ce moment-là, peut-être que ça peut un peu adoucir de prendre quelque chose. Mais je suis pas en train de dire que il existe différentes solutions. Non, c'est ça. J'avais jamais vécu ça non plus. Fait que moi, j'étais dans la peur de comme... Devenir adulte. Là, wow, j'ai jamais vécu ça. Moi, je suis la fille la plus de bonne humeur au monde. Je suis une personne pétillante avec une joie de vivre naturelle. Fait que pour moi, même de me dire, hey, moi, une dépression, un burn-out, non. Puis de me dire, hey, des antidépresseurs, c'est pour les gens qui font des dépressions, tu sais, mais pas moi, tu sais. On pense toujours que ça arrive. On pense toujours que ça arrive aux autres. Fait que ça, c'est une leçon de vie aussi qu'on n'est pas à l'abri personne d'avoir des chocs, tu sais. On peut vivre des chocs, puis des changements, puis des troubles d'adaptation à plein de niveaux dans notre vie. Maintenant, je vais savoir c'est quoi, je vais savoir comment gérer ça, tu sais. Un trouble anxieux, ça peut arriver à tout le monde, tu sais. Mais quand t'es dedans, t'es dedans. C'est pour ça qu'une semaine après, je suis allée chez mon frère remettre les pendules à l'heure, je suis allée me reposer, je suis allée au spa, puis je me suis dit, non, moi, je vais me trouver une job, c'est comme ça que je vais me sortir de ça. Il faut que j'aille une communauté, parce que j'avais plus de communauté. Être dans l'action. Oui. À un moment donné, il faut que tu sois quand même... À un moment donné, il fallait que je sorte de ça aussi. OK, cet emploi-là, c'était peut-être trop pour moi. C'était une opportunité de haut niveau dans mon domaine avec beaucoup de pression puis beaucoup de responsabilités dans quelque chose que j'avais pas nécessairement tant que ça fait non plus. C'était pas la bonne... Je pense que mon corps m'a arrêté cette journée-là pour me présenter à ce travail-là pour une raison. C'était pas la bonne chose. Mon cœur, mon âme le savait, tu sais. Fait que non, je suis pas allée. J'ai pleuré pendant une semaine d'être regrettée de pas être allée. Là, j'étais encore toute seule dans l'appart, encore sans communauté. Tu sais, j'avais rien pour m'aider en hiver. Je me suis dit, OK, il faut que je me trouve un emploi. Il faut que je trouve une solution pour comme avoir une communauté. J'allais même porter des CV comme dans des boutiques pour aller travailler. Juste avoir un petit emploi. Tu sais, un purpose, un café dans ma rue, quelque chose de le fun, voir du monde. Moi, j'adore le contact humain. Je suis une personne extravertie, sociale. Tu sais, fait que je me suis dit, je vais aller travailler dans un café pour voir des humains, voir du monde, rendre service. J'aime beaucoup rendre service, tu sais. Fait que je me suis dit, je vais aller rendre service. Puis, pour se sortir d'un épuisement puis d'une dépression, il faut être dans l'action, il faut marcher. Tu sais, fait que je sortais le matin, j'allais marcher. Je me forçais à aller marcher, je me forçais à faire de l'exercice, je me forçais à aller au yoga à chaque jour. Je suis fière de moi là-dessus que je me forçais à aller dehors puis aller au yoga. J'ai pas arrêté d'aller au yoga. Je me suis dit, Kat, si tu veux pas prendre des antidépresseurs, faut que tu manges bien, faut que tu te nourrisses bien, faut que tu te lèves, que tu marches. Ça a été très difficile, mais je l'ai fait, que tu ailles au yoga. Il y a eu des journées où j'ai pas réussi. Tu sais, il y a eu une ou deux journées dans la semaine où je restais dans mon lit, tu sais, puis je mangeais pas trop, puis je mangeais comme une toast, puis je me faisais un café, puis là, je faisais de l'anxiété pendant 5 heures dans mon lit avec mon café de qu'est-ce que j'allais faire, mais je l'ai vécu, tu sais, mais le lendemain, non, là, tu le fais pas. Tu te lèves, tu vas prendre une marche, tu vas au yoga, puis tu vas t'asseoir dans un café avec ton ordi, puis tu vas te trouver une autre job, tu sais. Fait que finalement, j'ai réussi à me trouver un emploi, tu sais, qui était quand même dans mon domaine, mais de moins haut niveau, avec moins de responsabilités, puis qui était
étrangement 100% en présentiel parce qu'on avait des événements puis des choses avec des clients à organiser sur place puis des choses à faire dans mon secteur. Puis j'avais eu un contact de des gens que je connaissais. Fait que j'ai réussi à ce moment-là à avoir un bel emploi dans un bel environnement avec une belle petite communauté, des activités, un comité social et un purpose, un but. Ouais. Un sens à ta journée. Un sens à ma ça journée. prend ça, là. Puis comme c'était en présentiel, ben il fallait que je me lève du lundi au vendredi. Ça a été très dur les 3 premières semaines. J'étais très épuisée. Je faisais encore de l'anxiété. Je dormais pas bien. Je me sentais pas à la hauteur. J'avais perdu toute ma confiance en moi. Tu sais, quand tu fais une dépression, c'est dur à expliquer, mais tu perds toute ta confiance en toi. Tu vois plus clair. Tu vois plus la personne que t'es. Tu vois juste du négatif. Puis là, je vivais encore dans le passé, tu sais, fait que ça t'affecte beaucoup, tu sais. Mais j'ai réussi à retrouver de l'énergie, j'ai réussi à me sortir de ça, j'ai réussi à reprendre un beat. À un moment donné, tu prends un beat, tu sais. Puis là, je me sentais safe, je me sentais en sécurité. Puis une rentrée d'argent aussi, c'est le fun, là. À un moment donné, être sans emploi, ça aide pas non plus en dépression, en hiver, isolé, tu sais. Tu vas pas t'aider avec ça, tu sais. Fait que là, ben c'était l'arrivée du printemps. Tu sais, les rentrées d'argent, le travail, l'environnement. J'étais vraiment dans un bel environnement, tu sais, fait que ça... J'ai réussi à me sortir de ça, puis c'était un emploi qui était sur le plateau Mont-Royal. C'est un beau quartier. Il y a les parcs autour, tu sais, il y a les cafés, les restaurants. Il y a des belles personnes sympathiques dans les rues. Tu commençais à voir le positif. Tu Ouais. m'appelais, puis tu es comme « Ah, c'est cool, je suis en train de prendre une marche sur l'avenue Mont-Royal. Oui, la rue piétonne. » Parce que là, c'est comme « Ah, ben il y a certains quartiers que je préfère, comme je me sens bien quand je suis dans ce quartier-là. » Fait que c'est ça aussi, de trouver où je me sens bien, dans quel environnement je me sens bien. C'est pas parce que tu te sens pas bien dans un environnement que c'est comme ça partout. Faut juste que tu trouves ce que t'aimes. Oui, la rue piétonne, j'aime ça, tu sais, sur l'avenue Mont-Royal, c'est le fun. Il y a plein de choses à faire à Montréal. Tu sais, je recommençais à aimer Montréal, tu sais, à reprendre le goût. moment aussi est arrivé, la fin de l'hiver. Ouais, c'est ça. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, mettons, pour les prochains mois? Est-ce que tu as des voyages de prévus? Mais oui, c'est ça. Tu sais, là, vous voyez, après tout ça, j'ai passé un super bel été. Puis là, je me suis dit, OK, je vais me rechercher encore un emploi parce que c'était pas tout à fait ça que je voulais, mais c'était très bien. Je me suis dit, je vais me rechercher un emploi. Éventuellement, je me donne une année, tu sais, pour retrouver un nouvel emploi, trouver un vrai chez moi, me trouver un appartement à moi, tu sais, tranquille avec mes affaires. Tu sais, fait que c'est ça, ce que tu me souhaites, ben je l'ai eu parce que j'ai refait un voyage. J'étais aux États-Unis, j'étais en Floride, j'ai repris des vacances. Je suis repartie en télétravail 1 mois sur le bord de la mer, tu sais, fait que j'ai retrouvé un emploi qui me permet un peu de faire du télétravail, tu sais. Là, je prévois un éventuel peut-être retour en Thaïlande juste pour boucler la boucle pour 3 semaines. Mais on va voir, peut-être que je vais retourner en Europe aussi, tu sais, fait que j'ai reprévu des voyages. Mais là, tu vois, là, je me réinstalle. Je rebâtis ma vie. Je veux plus être expatriée. Je suis heureuse à Montréal. J'aime beaucoup mon nouvel emploi. Tu sais, j'ai la chance d'avoir quand même 5 semaines de vacances payées, mais en plus des semaines de télétravail. Fait que, tu sais, je peux maintenant combiner, avoir une vie stable, un super bel appartement, un emploi que j'aime, puis de repartir en voyage 3 semaines. Pour moi, ça va être numéro 1, tu sais, à ce moment-là, tu sais, de faire un mois de télétravail, tu sais. La vie que tu veux, qui te donne envie, c'est dans la plupart des cas, la vie que les gens ont. Ouais. Puis eux, ils rêvent de partir en voyage à long terme, de s'expatrier, de vivre ailleurs, de voyager longtemps. Mais toi, vu que tu l'as vécu, moi, je l'ai assez vécu, maintenant, là, t'as besoin d'autre chose. Puis c'est ça, c'est des phases. Je peux partir 3 semaines, 1 mois. Pour moi, c'est comme... Tu sais, déjà, là, je suis partie 1 mois, puis j'étais très contente. Je suis partie 1 mois, j'étais très contente de rentrer à mon appartement, là, dans mes affaires, d'être chez moi. On aime le dénouement, mais merci. Ouais. Full. Ouais, si on veut... te suivre. Ouais. On termine nos oui, phrases. Oui, pour me suivre sur Instagram, Catherine avec un C, Bournival, le pseudo Cat, CATH Bournival, parce que on the side, j'ai ma passion pour le yoga. J'ai fait ma formation de professeur de yoga en Thaïlande. Donc, je fais ça à temps partiel. Et le côté aussi bouddhiste, spirituel, j'amène beaucoup de développement personnel sur mon compte Instagram, la philosophie, les méditations. Fait que j'ai toute cette partie-là de ma vie que finalement, j'ai ramené la Thaïlande avec moi. Maintenant, tu es rendu au point où tu partages... Ouais.
ce que tu as appris. Tu sais, tu parles beaucoup de neurosciences, de système nerveux. Oui, le système nerveux, notre meilleur ami. Tu sais, de spiritualité. C'est ça. Fait que, la méditation. C'est aussi voir comment est-ce que tu peux utiliser ce que tu as vécu, ce que tu as traversé, ce que tu as expérimenté. Ça donne un sens à la période difficile, mettons, que tu as traversée, parce que maintenant, tu peux le partager, tu peux aider les autres avec ça, tu sais. Je suis sûre que d'ailleurs, ton témoignage aujourd'hui, ben, tu sais, va pouvoir faire du bien aux gens. Puis je pense même qu'on devrait éventuellement, dans les prochaines semaines, sur Patreon, nous-mêmes expliquer nos chocs de retour qui n'ont pas été aussi grands, peut-être, mais je pense que tu en as déjà vécu. J'en ai déjà aussi vécu. Ouais. On fera ça à nos abonnés Patreon, puis on pourra te réinviter aussi, parce que je trouve que la finalité de l'histoire est belle. Ben oui, ça a été une belle chronologie. Tout le monde, on est capable de reconstruire sa vie. Il faut juste avoir vraiment la volonté puis d'avoir la foi. J'ai toujours eu la foi. J'ai jamais arrêté d'avoir la foi. Nice. C'est important. Merci beaucoup. Merci, Kat, énormément pour vrai de ton partage. Là. C'était hyper ressenti, c'était super touchant, c'était super authentique. Fait que je suis extrêmement fière de toi. Je suis vraiment fière de toi. Ah merci oui, beaucoup. moi aussi. J'ai Merci. pleuré. Ouais, moi aussi. Ben là, je vous fais le salut Thaï parce qu'en Thaïlande, c'est comme ça qu'on salue aussi les yogis. Je vais avoir de la misère. En yoga. Fait que ils vont faire si t'arrives à Bangkok... Ils vont-tu m'accepter? Il faut que tu... Ben là, ouais. Ils vont-tu m'accepter même si tu peux faire un... Juste baisser la tête comme ça. Le bow, là, qui appelle just bow your head. OK, en regardant la OK, caméra. let's bow. T'es prête? Là, faut que tu bases la tête. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Merci d'avoir été là. Merci.